Bon, bonsoir à tout le monde, merci d'être venus si nombreux, je suis très content de vous recevoir. Donc, on se voit ce soir dans le cadre d'une réunion publique pour les élections européennes du 25 mai prochain. Et donc, je représente une liste du parti Union populaire républicaine qui se présente dans la circonscription de la France. La conférence introductive de cette réunion s'appelle l'Europe pour l'unité. Et je vous garantis que ce soir, vous entendrez une part ailleurs. Donc la liste est une liste de 18 personnes pour 9 sièges, et donc je partage cette liste avec Karim Comas qui est de Montpellier. Et donc on présente le parti UPR, qui est un parti qui a été créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome. Ce parti a été créé par François Asselineau, qui est l'actuel président, et qui est inspecteur général des finances, et un ancien membre des cabinets ministériels, qui connaît très bien le fonctionnement de l'État, la diplomatie internationale, et notamment l'Europe. Ce parti est un parti transitoire pour une France souveraine, l'idée étant de dissoudre ce parti quand la France va retrouver son indépendance. C'est un parti qui rassemble des personnes de tous horizons, de droite, de gauche, de toute opinion, qui partagent le même objectif. L'objectif étant de reprendre la souveraineté de la France. On est loin des extrémismes, et quand on fait le bilan des adhérents, on est plutôt un parti plutôt à gauche dans ce cadre-là. On s'appuie sur des analyses de fond, et notamment des analyses historiques et juridiques, notamment sur les traités, pour étudier les mécanismes et les dysfonctionnements notamment de l'Europe. Parce qu'on met le doigt sur des thèmes extrêmement importants, on n'a aucun accès aux médias nationaux, que ce soit radio, télévision ou presse écrite. En 7 ans d'existence, on n'a eu strictement aucune couverture médiatique. Cette campagne électorale pour les élections européennes doit nous permettre d'accéder aux médias par la loi. Parce que comme on a 8 listes dans les 8 circonscriptions, nous aurons un flash, nous aurons un spot télévisé obligatoire, la loi est obligatoire. Et le mur a commencé, le mur du silence commence à tomber, puisque depuis 10 jours, on a des articles dans les grands quotidiens régionaux liés aux élections. Au début, c'était des entrefilets, des analyses existaient, et là, on commence à avoir des articles de fond, notamment aujourd'hui, on en a 3, des articles de fond qui expliquent pourquoi est-ce qu'on doit sortir de l'euro et quels sont nos résultats. Alors, tout ce que je vais vous dire ici est scandaleux. Je vous l'annonce. C'est basé sur des mensonges, des dissimulations, des manipulations. Par contre, c'est vérifiable sur des documents officiels pour lesquels je peux fournir des sources. Tout est sourcé. Et c'est parce que c'est scandaleux et que c'est vérifiable, c'est la raison de notre engagement dans cette aventure politique. Votre surprise est à la hauteur des mensonges que vous avez avalés pendant 35 ans. Et les gens qui seraient offusqués, moi je les invite à rester jusqu'à la fin pour discuter de tout ça. Alors, je vais vous parler d'Europe, de définition technique et financement, ça va aller très vite, c'est quelque transparent. Je parle de construction historique de l'UE, un peu d'histoire. Je parle des promesses de l'Union européenne et de l'euro. Je parler des traités et de l'euro dans les traités, de l'état de l'Europe, d'une solution légaliste pour sortir de tout ça. Et évidemment, on viendra avec une discussion. Alors, l'Europe, c'est une zone géographique, c'est un continent qui regroupe 50 pays. Cette zone est immuable, personne ne pourra la changer, personne ne pourra la modifier, elle existe. Voilà. Par contre, il existe au sein de ce continent, il existe une zone qu'on appelle l'Union européenne, qui est un marché de 28 pays qui est organisé par des traités, c'est une organisation juridique. Et au sein de ces 28 pays, il existe une autre zone qu'on appelle la zone euro, qui partage une monnaie commune, une zone de 18 pays. Mais ce n'est pas les seules zones, on nous fait croire, on nous parle de l'Europe à chaque fois, mais dans l'Europe et l'Union européenne, la zone euro, il existe d'autres zones, comme la zone Schengen, la zone douanière, la zone de libre-échange, l'Europe économique. Et quand on regarde en détail, on sait que l'Europe, c'est tout ça. Donc c'est toutes ces zones. Donc il n'y a pas qu'une seule zone, on dit l'Europe, non, l'Europe c'est multiple, et chaque fois que vous avez une bulle d'une certaine couleur, c'est des traités juridiques qui s'appliquent. Il y a des pays qui appartiennent à Schengen mais pas à l'euro, des pays qui appartiennent à Schengen mais pas à l'Union européenne, des parties qui appartiennent à l'Union européenne et pas à Schengen. Enfin, il y a toutes les possibilités. L'Angleterre appartient à la zone Union européenne mais pas à l'euro, comme la Suède, et ainsi de suite. Il y a la Norvège appartient à l'Europe mais pas à l'Union européenne, pas à l'Europe, elle appartient à l'Union douanière. Voilà, c'est multiple. Les européistes, les fervents défenseurs de l'Europe, on parle de l'Europe comme c'était un bloc homogène et unique. Alors, l'Europe, c'est constitué de quoi d'un point de vue organisation institutionnelle? C'est constitué du Conseil européen,
Conseil européen, c'est l'assemblée de tous les chefs d'État et de gouvernement, ça dépend des pays. Ça s'appelle le Conseil européen et c'est présidé par Herman Van Rompuy. Ils sont assistés par un conseil de représentants permanents, ce sont les ambassadeurs de leur administration qui travaillent aux préparations des textes, préparation des réunions, ainsi de suite. On appelle le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est l'assemblée de tous les ministres de chacune des spécialités. Et quand il y a un travail à faire sur les transports, c'est le ministre des Transports qui se réunissent. Quand il y a un travail à faire sur la nourriture, sur le sanitaire, c'est sur la c'est multiple. Après, dans l'exécutif, c'est la Commission européenne qui est une assemblée de fonctionnaires. Et on a le Parlement européen qui donc va être élu de 25 jours. Mais on a aussi la Cour de justice de l'Union européenne qui vérifie que les traités soient bien respectés, qu'il y ait les amendes au pays qu'on ne peut pas bien. La Cour des comptes européenne qui vérifie les comptes de l'Union européenne, on en parlera après. Et la Banque centrale européenne qui gère dans la zone euro, qui gère l'euro. Mais aussi la Banque européenne d'investissement, le Comité économique et social européen, qui est un organe consultatif. Le comité des régions, qu'on appelle aussi Parlement des régions, pour lequel il y a très peu de publicité. Donc, il y a un Parlement qui représente les régions européennes au niveau européen. Ce sont des membres qui sont nommés, qu'on ne connaît pas. Et on a un Parlement juif européen qui représente 47 pays, dans lequel il y a 120 députés, qui a été ouvert en 2012, et qui siège à Bruxelles dans les locaux de l'Union européenne. Alors attention à ne pas confondre cette construction avec le Conseil de l'Europe, qui lui est une assemblée de 1949 de 47 pays, qui gère les droits de l'homme et les traités liés aux droits de l'homme au sein de ces 47 pays. D'ailleurs, dans ce Conseil, siègent en tant qu'observateurs les États-Unis et le Canada. Ils ne sont pas très européens, mais ils sont là, ils ont un siège d'observateurs. Et dépendant de ce Conseil de l'Europe, on a la Cour des droits de l'homme. C'est complètement à part de l'Union européenne. Néanmoins, on partage le même rapport, le même île, et on fait bien attention de tout mélanger à chaque fois qu'on parle. Toutes ces institutions sont organisées de cette façon-là, de façon organique. Donc vous avez le Parlement européen, la Commission, le Conseil de l'Union européenne, c'est les ministres, le Conseil européen, ce sont les chefs d'État, le comité des représentants, le comité des représentants permanents, ce sont les ambassadeurs, il y en a un peu moins pour l'organisation. Alors, première remarque, puis après les audibules. La première chose à remarquer, c'est que l'initiative législative se base entre la Commission et le Conseil de l'Union européenne, et nos élus, qui devraient normalement être les législateurs, n'ont pas d'initiative législative. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à dire sur les textes. Ce n'est pas eux qui rédigent les textes. Ils n'ont pas accès aux traités. Ils ne peuvent pas négocier les traités. Donc ceux qui vous disent qu'ils vont être élus pour négocier les traités, c'est des menteurs. Ils n'ont pas le droit. Donc, on va se dire, donc les gens qui nous présentent pas disent, bon, moi, vous avez vu, vous avez une représentation bicamérale, vous avez une belle organisation démocratique, comme on le fait dans les grands pays institutionnalisés, mais ils oublient de nous dire, quand ils disent ça, qu'au moins, toute personne n'est élue. Tous ces gens-là sont nommés, recrutés, copinés, pistonnés, mais en tout cas pas élus. Alors, vous dites, oui, vous exagérez. On a comme un Parlement européen, et puis on a nos chefs d'État, quand même, qui sont là, qui sont issus du suffrage universel, proportionnel ou direct, n'importe, mais on a quand même une garantie démocratique. Si ce n'est que le Parlement européen n'est pas des civils, donc ils ne font pas de loi, ils sont juste là pour dire oui ou non. Dans une procédure législative, ils ont juste à dire oui ou non. Une autre procédure législative, ils sont co-décisionnaires et ils peuvent faire des amendements. Et dans certaines procédures, ils s'appellent le trilogue, donc il y a une discussion sur ces trois objets, et les parlementaires, ils sont de quantité négligeable. Bon, on est quand même sauvés. On a ces gens-là qui sont élus, donc ils vont nous représenter, ils vont défendre. Oui, si ce n'est que dans ces chefs d'État, présidents ou chefs de gouvernement, la plupart, un certain nombre ne sont pas élus, comme en Italie en Grèce, ils ont été nommés. Et le président, il n'est pas élu. Herman Van Rompuy, il est nommé. Et on ne sait pas d'où il vient. Enfin, nous, en tant que citoyens, on ne sait pas d'où il vient. C'est un mec qui venait de Belgique. Donc ça fait quand même une représentation très peu démocratique, tout ça. Alors, si on parle un peu du Parlement européen, on va parler un peu de symbole. Le Parlement européen a été inauguré le 14 décembre 1999. Des gens se sont quand même interrogés sur cette architecture un peu bizarre, il y a un chantier des échafaudages, et les gens se sont interrogés. Officiellement, la tour officielle, c'était pour représenter le fait que la construction européenne n'était pas terminée. Les mauvaises langues ont dit oui, ça ressemble à la tour de Babel. C'est extrêmement mégalomaniaque, ça ressemble à la tour de Babel. Mais non, vous êtes des mauvaises langues, vous êtes des complotistes et tout ça.
rappelle que la tour de Babel, c'est quelque chose qui s'est passé dans le cadre de la Bible. C'était un tyran qui s'appelait Nimrod, qui a essayé de construire quelque chose pour égaler Dieu, pour ressembler au ciel, pour enfin vraiment. Et cette tour a été détruite par Dieu dans les histoires bibliques. Et donc les européistes disaient mais vous êtes fous. Voilà. Je vais vous montrer un document qui est extrêmement rare, qu'on a du mal à trouver. C'est le poster officiel de l'inauguration du Parlement européen, qui sort des archives de l'Union européenne. C'est celui-là. Si on voit ça, on se dit qui est globaliste? Qui est mégalomaniaque? Moi, ce que je vois ici, ça ressemble beaucoup. Toute l'Union européenne est construite comme ça. Construite sur le mensonge, la dissimulation, sur le symbole, sur l'exagération, sur la folie des grandeurs de notre présent. Alors, le budget de l'Union européenne n'a pas d'impôts, on n'a pas de ressources directes. Le budget vient de chaque pays. Chaque pays verse 0,73% de son PIB. Première remarque, c'est que vous étudiez le budget des États, c'est européen. Dans nos États, il y a des recettes, il y a des sorties. Il n'y a pas le budget de l'Union européenne. C'est à part. Donc ça n'existe pas. Ça flotte. On ne sait pas d'où ça vient. On sait d'où ça vient, c'est des impôts, mais ce n'est pas dans le bilan. En plus de ces 0,73%, il y a une taxe sur le sucre, une taxe douanière sur les frontières extérieures, plus une partie de notre TVA qui va, à chaque fois que vous mettez un sucre dans votre café, vous donnez de l'argent à la C'est une taxe à la production, c'est des choses sur la table. Un pays au niveau européen va être contributeur net ou profiteur net. Donc contributeur net, il va donner de l'argent, il en récupère moins que ce qu'il a donné. Profiteur net, il donne de l'argent, il en récupère plus que ce qu'il a donné. Il y a quelques pays qui sont à zéro, notamment l'Angleterre, ils montrent une monnaie back, comme les Thatcher, elle donne tant, elle récupère exactement la même chose. La France donne 22,2 milliards d'euros par an, et on récupère, cette dernière année, 13,96. L'Europe en coûte 8,34 milliards d'euros. Dans ces 8,34 milliards d'euros, il y a le fonctionnement de l'Europe, mais il y a aussi la solidarité de l'argent qu'on va donner à l'extérieur. On verra que il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Cette contribution nette a augmenté de 33% entre 2013 et 2014, personne n'en a parlé. Si votre loyer a augmenté de 33% du jour au lendemain, vous ne seriez pas content. Notre loyer de l'Europe a augmenté de 33%. Et en plus, fin 2013, il a fallu faire une rallonge de 813 millions d'euros parce qu'il y avait un trou dans la caisse. Ils n'avaient pas réussi à monter leur budget. Personne n'en a parlé. Regardez TF1, France 2, M6, ils ne parlent pas. Même BFM, pourtant, ils sont au top de la vérité, ils n'en parlent pas. Le coût de fonctionnement de l'UE est de 6%. 6% de la somme sert à faire fonctionner les institutions. Si on regarde une institution en général, 6% de frais de fonctionnement, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand on fait beaucoup de choses. On verra où va cet argent-là. Le budget annuel de l'Union européenne est à peu près de 150 milliards d'euros, ça fait 1% de la richesse de l'Europe. Le budget com, le budget de propagande de l'Union européenne, est à peu près de 120 millions d'euros par an. Ça, ce n'est pas les plaquettes officielles, ça c'est la propagande, c'est les réunions européistes en ce moment pour présenter les élections qu'avec des gens qui sont pro-européens. C'est plus que ça, c'est la propagande dans les journaux, c'est la propagande. Par exemple, l'Union européenne d'information. Est-ce qu'on est en démocratie avec une information libre, non dirigée, et ainsi de suite? Il faut savoir que l'information, elle est très orientée, puisque l'Union européenne subventionne les syndicats et les associations. Dès qu'il y a un nouveau rôle dans une association, vous pouvez être certain que l'argent vient de l'Union européenne. La Commission, du Parlement, surtout la Commission. Subventionne les partis politiques. Les partis politiques en place touchent de l'argent de l'Europe en direct. Donc les partis politiques en place, PS, UMP, UDI, Modem, ne vont jamais critiquer l'Europe. C'est l'organe peuple. Ça sponsorise, ça finance des organes de presse. Par exemple, France Inter ou Arte, dès qu'ils font une émission sur l'Europe, notamment des émissions délocalisées, c'est la Commission européenne qui fait. J'ai appris ça récemment, j'ai dû montrer, quand j'ai beaucoup France Inter, de moins en moins, donc c'est l'Europe qui paye. On ne va jamais inviter un anti-européen dans cette émission-là. Vous pouvez vérifier, il y en a jamais. Ça paye des gens sur les réseaux sociaux pour dire du bien de l'Europe. C'est écrit, c'est constaté, 2,5 millions d'euros est consacré à payer des gens pour dire sur Facebook, sur Twitter, sur les sites web, dans les commentaires, que l'Europe c'est bien, ainsi de suite. L'Europe insère des publics reportages dans la presse. Vous avez des pages dans les républicains, dans les DNA, dans tous les journaux.
l'Europe c'est super, ça fonctionne bien, les gens ont des sous, enfin c'est vraiment super, les gens sont très enthousiastes, l'Europe ça fonctionne comme ça, c'est de la démocratie, ainsi de suite. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Et ça finance des centaines de réunions européistes, mais aussi ça finance par exemple ces choses-là. Euronews, c'est l'Europe. Euronews, c'est l'argent de la Commission européenne, donc c'est vos impôts. Euroactiv, Presse Europe, toute l'Europe, Café Babel, le Shaker, tout ça, c'est payé par l'Europe. Donc les gens se connaissent, ça c'est pour les ados. Les gens se connectent là-dessus en disant tiens, c'est un agrégateur d'informations, au moins je vais avoir l'information. Non, non, c'est du filtrage d'informations et on ne met que ce qui est intéressant pour l'Europe. Donc vous n'aurez pas d'informations généralistes indépendantes là-dessus. Il vous arrive certainement, par exemple, Presse Europe, voilà, c'est un site financé à 100% par l'Europe. Alors, quand il fonctionnait, au mois d'avril, je crois que c'était début avril, c'était écrit une presse indépendante, toute la presse européenne, informez-vous pour équilibrer tout ça. La Commission européenne qui a eu un petit resserrement de budget a arrêté de financer, ça fait du jour au lendemain. Donc il s'est financé à 100% par la Commission européenne. Donc presse indépendante, certainement. Peut-être qu'ils n'ont pas été gentils, ils ont passé un article sur l'UPR, peut-être, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Il vous arrive de trouver dans votre journal local des pages comme ça, où vous dites c'est un super reportage, ils ont bien bossé les journalistes quand même, ils sont bien informés, alors on s'en fout du contenu, c'est toujours la même chose, l'Europe écoute tous les citoyens, ça c'est des gens qui sont très contents, des élus, des gens qui gagnent de l'argent, qui ont des subventions, qui là on vous explique que c'est la démocratie, avec tous les organes de l'Europe qui fonctionnent bien, les élus, ainsi de suite. Et puis quand on regarde ici, on tourne ça, et quand on regarde un peu en détail, en fait, page réalisée en partenariat avec la Commission européenne. Ça veut dire quoi partenariat avec la Commission européenne? Ça veut dire que la Commission européenne a fait un chèque, a donné des textes, a donné des photos, et le journal a passé l'article. Ça s'appelle de la publicité. C'est le même niveau que des croquettes pour chiens, de l'eau minérale ou des godasses. Pas plus, pas moins. On va parler un peu d'histoire officielle des pères fondateurs de l'Europe. Donc l'Europe, dans les livres d'histoire que lisent nos enfants, on nous explique que suite à la guerre terrible qu'il y a eu sur notre continent, et notamment avec le conflit naissant de la Sarre, au nord de l'Alsace, dans l'Allemagne, Jean Monnet a pris sa plume et a rédigé un projet de fédération européenne. Il a mis un certain temps, il parle qu'il a fait une équipe, et il a transmis sa copie le 1er mai 1950 à Schuman, Robert Schuman. Et Robert Schuman, sur la première personne, le 9 mai 1950, c'est pour ça que le 9 mai c'est la fête de l'Europe, a présenté ça, a fait une déclaration, la déclaration du 9 mai, et il aurait surpris de nouveau la dénonceur, ainsi de suite, enfin c'était quelque chose de fantastique. Et suite à ça, on a fabriqué une assemblée de différents pays pour faire mettre en commun, notamment au départ, la production franco-allemande du charbon d'acier sous l'autre autorité commune qui s'appelle la CECA. Puis après, on a mis en place le lait, et puis l'atome, l'Euratom. Et on a fait la première Europe comme ça. Suite à cette démarche, tout ça s'est évolué, et le premier président de la Commission européenne en 58, donc de 58 à 67, s'appelle Walter Schall. On dit qu'il y a 12 pères fondateurs de l'Europe. Je ne sais pas où sont les autres. Voilà 3 des plus importants. Les 3 plus importants. Qui étaient ces gens-là? Ça, c'est l'histoire officielle qu'on lit dans les livres, sur les sites web, Wikipédia, ainsi de suite. Si on gratte un petit peu, on va aller chercher les documents, notamment liés aux documents qui ont été déclassifiés en 2000, 50 ans après les faits, qui ont été déclassifiés, les documents de la CIA qui ont été déclassifiés, on s'aperçoit que Jean Monnet avait vécu aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il était délégué Roosevelt, notamment pour tenter de contrecarrer Charles de Gaulle et de maintenir en place Pétain et Laval. C'était l'objectif de Roosevelt. C'était un agent de la CIA rémunéré, donc les documents ont été déclassifiés en 2000, et c'était quand même l'homme qu'on appelait l'homme des Américains. Et on sait aussi maintenant avec les documents que la déclaration Schuman rédigée par Jean Monnet, en fait, a été rédigée aux USA par le secrétaire d'État américain Dean Acheson. Et ça, c'est écrit maintenant dans les archives de la CIA, qui sont déclassifiées. En partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc il fallait donc supprimer les États et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush, ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait, c'était d'ailleurs un agent
américain, on sait même pas combien il a été rémunéré, parce que maintenant c'est déclassifié. Mais il était convaincu. Bon. Marie-France Barrault, c'est une activiste d'extrême gauche, bien connue. Non, c'est quelqu'un de très raisonnable, de très cultivé, qui était le conseiller politique de Pompidou, qui a eu accès aux informations, et de Chirac, notamment qui a aidé avec Chirac au pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est d'une tendance non extrémiste. Donc je m'appuie sur ce qu'elle dit, sur d'autres thèmes. Robert Schuman. Alors, Robert Schuman, était quelqu'un qui était en Moselle et qui était soldat allemand en 14-18. Donc, il ne faut pas lui reprocher, hein, c'était comme ça dans cette période-là, à cet endroit-là, il n'y avait pas le choix. C'était un anticommuniste viscéral, c'est écrit dans ses propres écrits à lui, hein, c'était un anticommuniste viscéral qui voulait surtout faire tout ce qu'il fallait pour contrer l'URSS. Alors, il était ministre au temps du gouvernement Pétain et il a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il a été planqué dans une abbaye de 42 à 44. On est allé chercher en 44 pour dire qu'est-ce que tu fous là. Et il a été frappé d'indignité nationale. Il a été gracié par Charles de Gaulle. Plus tard, il était président du mouvement européen de 55 à 61. D'après tous les observateurs de l'époque, ce monsieur était quelqu'un de fabuleux, sans imagination, transparent, trouillard. Et à 64 ans, il serait devenu un génie qui aurait sorti un texte pour dire maintenant on va faire quoi. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Donc c'est quelqu'un qui va très très loin avec Robert Schuman. Alors, toujours dans ces archives de la CIA, le reporter d'investigation hongroise Evan Sprichard, dans l'idée du Télégraphe, a ressorti le document et on lit les dirigeants du mouvement européen, notamment le vice-président Robert Schuman et l'ancien premier ministre belge, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Et en plus, ils venaient l'argent. Donc c'est écrit, c'est officiel. En tout cas, de notice, on sort les documents de la CIA. On va très très loin. Robert Schuman est en cours de béatification. Il va devenir saint, ce monsieur. Je ne sais pas quel miracle il a fait. Si, il a fait passer l'Europe sur les miracles. D'ailleurs, à l'époque, c'est un signe. Donc, l'Europe est en train de faire béatifier, donc ça sera bien heureux, Robert Schuman. Ça vient du site web officiel de la l'enquête canonique pour la béatification de Robert Schuman. Walter Einstein, c'est mon préféré, mon petit chouchou. Monsieur Walter Einstein est un professeur de droit durant le Troisième Reich, il était chancelier de l'université de Rostock pendant la guerre. Il appartient à différentes organisations du régime nazi. Entre le 21 et le 25 juin 1938, il représente le gouvernement nazi en Italie avec la mission de préparer, de faire la mise en place d'un cadre juridique à la Nouvelle Europe. Nouvelle Europe, c'est l'Europe du terre. C'est l'Europe qu'on devait faire dans tous les pays qui étaient la réserve de terre arable pour l'Allemagne. Il était officier durant la Seconde Guerre mondiale à partir de 1942, il était Oberleutnant, et il a été fait prisonnier en uniforme en 1944 à la bataille de Cherbourg. Un vrai militaire, en uniforme, en place, donc fait prisonnier. Il a été prisonnier dans un camp américain de 1944 à 1946. Ce monsieur, avec ce CV, il sort de prison. Il devient recteur de l'université de Francfort et son tour. Il passe du camp prisonnier à recteur de l'université de Francfort. En 1948, il devient professeur associé à Georgetown. Et en 1951, secrétaire d'État en Allemagne. C'est une trajectoire, on peut dire, exceptionnelle. Il est devenu premier président de la Commission européenne en 1958-1976. De Gaulle était au courant de tout ça. Il a laissé faire tant qu'il ne gênait pas. Et en 1965, il a présenté un plan qu'on a appelé le plan Einstein pour l'organisation de l'Europe fédérale. De Gaulle a dit stop, il a fait la petite Bolchevique et il l'a fait sauter. Il a disparu de l'Europe, il s'est occupé d'associations européennes ainsi de suite. Donc voilà le monsieur qui a mis en place le traité d'Europe. Il avait c'était un sous-fifre. Non, c'était pas un sous-fifre, c'est lui qui a signé le traité d'Europe. Donc il est passé de la nouvelle Europe claire à l'Europe, comme on la connaît maintenant, donc les prémices, et celui qui a mis ça en place. Alors l'histoire officielle maintenant, ce qu'on nous dit, cette phrase est une phrase que j'ai refabriquée à partir de ce qu'on entend à droite à gauche, on ne l'attribue à personne, mais vous allez voir,
Maintenant que nous avons réalisé l'Europe du marché, les traités juridiques, il nous faut une Europe politique, il faut pousser l'intégration européenne vers plus de fédéralisme vers les États-Unis d'Europe. Vous m'attribuez cette phrase, c'est moi qui l'ai synthétisée. Puis je me dis, ça c'est votre folie. Guy Verhofstadt. Guy Verhofstadt est un des candidats à la présidence de la Commission européenne, qui est en débat sur Euronews, il est toujours là. Ils étaient à 4, l'un qui est venu parce qu'il parlait pas en anglais, ils ont dit on veut l'Europe, on veut l'Europe, on veut l'Europe. Ils sont 4 avec d'accord. Dans ce livre-là, qui s'appelle Les États-Unis d'Europe, il écrit les États-Unis d'Europe, les Européens n'ont pas le choix. Déjà, je trouve que c'est une belle marque en démocratie de dire qu'on n'aura pas le choix, on va aller vers les États-Unis d'Europe. La campagne de l'UDI Modem, c'est une campagne qui est faite en européen. Écrit États-Unis d'Europe, allons-y. Dans une langue connue de tous les Français, bien sûr, et la langue obligatoire en Europe qui s'appelle l'européen. Et oui, c'est vrai que nous, écologistes, nous sommes pour une religion plus fédérale. Et je vais vous dire, mais je sais que je vais peut-être créer quelques colères de M. Tom, mais je pense que le problème, c'est aussi le problème de l'État-nation. Moi, je vous dis franchement, je crois qu'il faut. Mais oui, c'est ça. On a des vraies oppositions, mais moi, je vous dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et je sais que c'est un. Je préfère quand c'est un peu. Moi, les écologistes sont extrêmement clairs là-dessus, et je pense qu'on l'Europe fédérale à une Europe avec des institutions et un sentiment européen beaucoup plus fort. Et par ailleurs, parce que il y avait une France qui sera en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les arrangeurs julien. Et pourquoi pas? Et on peut se sentir française, comme aujourd'hui, moi je me sens parisienne, et française, et européenne. Il faut choisir. Si vous voulez la dissolution de l'État-nation, ne vous dites plus français. Excusez-moi, je ne sais pas de quelle région de France vous venez, mais je suis sûre que vous avez appelé. Oui, non, mais sincèrement, je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Donc Emmanuel Cos, la trône des Verts, et ce qu'elle dit est très clair. Je veux dire, là, il n'y a pas d'interprétation possible. Une dissolution de la France, on devient une région de l'Europe, voire une région de l'Allemagne. C'est clair. Ces militants lui ont tapé dessus. Ils ont dit, tu peux le penser, mais il ne fallait peut-être pas le dire à la télé. Et ce que je vous dis là, c'est Sandrine Bélier, elle a dit député européen. Elle a dit non, elle n'aurait pas dû le dire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas à le penser. Il ne fallait pas le dire. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'Europe, les gens de la Commission européenne et sur ces autres nationales. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté. Qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. Il n'y a plus que des politiques européennes qui sont partagées dans une souveraineté commune. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que veut dire souveraineté commune? Ça n'a pas de sens. Ou on est souverain, ou on est ensemble. On n'a pas de souveraineté commune. Donc, l'idée des gens en place au niveau national ou au niveau européen, c'est de détruire les nations depuis 10 ans pour faire une fédération, même pas une fédération d'État, une fédération de régions. D'ailleurs, on peut parler des euro-régions, le regroupement des régions, ainsi de suite. C'est vers ça qu'on va. Les États-Unis d'Europe, c'est une vieille histoire. La première fois que le mot est utilisé, c'est en 1847. Mais c'est encore plus vieux. C'est une utopie qui date de longtemps. L'abbé de Saint-Pierre, dans ses mémoires au nom de la paix perpétuelle en Europe, ce monsieur que j'ai appelé, projet d'Europe unie en une seule entité sans frontières intérieures, une vision d'une alliance européenne en 1931, c'est 1713. Victor Hugo, on international de la paix de Paris en 1949. C'était une revue consacrée à la paix, créée en 1867, qui a été faite en 1939, mais aussi Jean Trotsky et Winston Churchill parlaient des États-Unis d'Europe. C'est très très vieux, c'est une histoire qui est très très vieille et qui est utopique. Par exemple, ce journal, les États-Unis d'Europe, était l'organe de la Ligue internationale de la paix et de la liberté, paraissait en 1868 pour parler des États-Unis d'Europe. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Rappelons-nous que dans l'histoire, il y a des gens qui ont déjà essayé de faire l'Europe en force. La grande Europe. Alors,
les historiens ne s'accordent pas. Certains disent que Charlemagne, dans le cadre du Saint-Empire romain, voulait faire l'Europe. Ils disent non, ce n'était pas l'Europe, c'était un tout petit bout, ça n'avait rien à voir. Réunion entre crochets, on met de côté, c'est juste pour se rappeler. Par contre, chose indiscutable, Napoléon Bonaparte est clair, on voulait faire la grande Europe, sans frontières, de l'Oural à l'Atlantique. Ça a toujours fini en catastrophe. Une illustration. En 1941, sous l'occupation allemande, il y a eu une grande exposition à Paris qui s'appelait Vie nouvelle, la France européenne. Ça, c'est le catalogue de l'exposition, la France européenne. À ce sujet-là, Hitler disait, fin de soir, 1941 sera l'année historique du grand mouvement de l'Europe. Dans le cadre de l'ordre de mots. C'est des mots qu'on réentend. Un des copains d'Hitler disait il faut parfois être prêt à subordonner ses intérêts à ceux de la communauté européenne. C'est moderne comme propos. Ce qu'ont dit Emmanuel Cos et Fianna Fáil, c'est exactement ça. Il n'y a pas de changement dans les mots. Et c'est le même objectif. Si on fait le constat autour de tout ça, et quand on analyse historiquement tout ça, l'Europe, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas de culture commune, il n'y a pas d'histoire commune, il n'y a pas de normes sociales communes, il n'y a pas d'affection sociétatis, dans le sens, moi on m'a jamais demandé, est-ce que je voulais être avec les Pays Baltes, est-ce que je voulais être avec les Bulgares, avec les Roumains, avec les Suédois. On ne nous a pas dit, il n'y a pas de volonté du peuple de se rapprocher au sens d'une nation, au sens oui, nous sommes ensemble, nous sommes contents d'être ensemble, ainsi de suite, ça n'existe pas. Par exemple, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans un stade de foot avec un drapeau européen dire oui, vive l'Europe, elle va gagner? Ça n'existe pas. Il y a un sentiment national, bon ou mauvais, je ne critique pas. On défend la France, on défend son pays, on encourage son pays. Personne n'a jamais encouragé l'Europe. En fait, l'Europe, c'est un empire blanc, chrétien, libéral, et qui est construit comme ça. Dans les traités européens, c'est écrit les racines chrétiennes de l'Europe. Dans les traités, on dure, c'est signé par tous les chefs d'État, les racines chrétiennes de l'Europe. C'est une communauté d'entre-soi qui ramène des guerres aux frontières, éventuellement des guerres intérieures, qui ramène des guerres aux frontières parce qu'on est soumise à l'OTAN. Il faut savoir que quand on rentre dans l'Union européenne, quand on est en Union européenne, on est obligatoirement dans l'OTAN. On n'a pas le choix. Nous sommes plus proches, en tant que Français, des pays d'Afrique du Nord, des pays d'Amérique latine. On est plus proche d'un Brésilien, d'un Argentin, d'un Guatémaltèque. Je parle des Guatémaltèques de nouvelle génération, donc les anciens, c'est les Indiens, pourquoi pas. D'un Letton, d'un Finlandais, de certains Bulgares ou Hongrois. Mais dans le cas de l'Europe, on n'a plus le droit de se rapprocher d'eux, puisque c'est plus nous qui faisons la diplomatie, c'est plus nous qui faisons le rapprochement des peuples, on est dans le cadre de soi contre soi. Donc, le constat, c'est que cette Europe-là ne peut pas fonctionner. Alors, une poésie européiste, c'est un spécialiste de la maison de l'Europe à Besançon qui disait récemment, ça m'a mis une larme aux yeux, je suis désolé, peut-être que je vais pleurer, je ne sais pas, mais la culture commune des Européens, c'est 80 000 pages de loi et règlements produits par l'Europe. Je ne partage pas cette culture. D'accord? Ça, c'est pas une culture commune pour moi. Et en plus, si vous voulez, c'est pas 80 000, c'est 250 000 pages. La machine juridique Europe produit 100 pages de règlement par jour ouvrable. 100 pages de règlement supplémentaires par jour ouvrable. Une ramette de papier, c'est comme ça. 1000 pages, c'est comme ça. 250 000, c'est comme ça. 250 000, ça fait 250 fois ça. Je ne vais pas le brasser. Voilà, c'est ça notre culture commune. Alors, vous savez que l'Europe est représentée par ses symboles. Il y a 5 symboles dans l'Europe. Je vais parler de 2 des symboles, qui sont le drapeau européen, ce beau drapeau bleu avec 12 étoiles jaunes, et l'hymne de l'Europe, donc reprise de la musique de Beethoven. D'après l'histoire, le drapeau européen est choisi le 25 octobre 1955 et l'hymne européen le 15 octobre 1975. Donc c'est un choix démocratique entre les gouvernants. Et on s'aperçoit que ce drapeau est dans toutes les administrations, tous les bâtiments officiels, on le voit partout. Je veux dire, il est partout. Vous allez n'importe où en ville, vous avez ce drapeau européen, et chez Strasbourg, c'est la folie, il est sur le panneau de publicité, il est sur le tram, il est sur les magasins, il est partout. Donc je dis, bon, voilà, ce drapeau officiel, on va rien faire. On va rien faire. On va rien faire contre eux. Alors en fait, si on regarde un peu en détail, on va chercher l'histoire. Ce drapeau européen du 25 octobre 1955, en fait, a été proposé par l'association qui s'appelait Pan Europe en 1926 à Vienne.
Il était inspiré de la couronne de la Vierge qui est écrite dans l'Apocalypse 12:1. Et regardez, comptez le nombre d'étoiles qui autour de la Vierge là. 12 étoiles. On n'a pas choisi la salle pour ça, hein, c'est un hasard. L'hymne européen a été proposé par Ivanov Kagachi en 1929. Ce n'est pas du tout 64 et 55. Ça, c'est le drapeau de la Valois qui a été proposé à l'Union européenne, donc très très tôt. Et ça, c'est le tableau de Francisco de Zurbarán, donc qui a été fait entre 1630 et 1635, je vous ai accompagné. Et donc ça, c'est la couronne de la Vierge, décrite dans l'Apocalypse. C'est ça, c'est de là que vient le drapeau européen. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les textes à l'époque. C'est écrit par la Paneurope, voilà, on va choisir ça parce que c'est l'Empire, on est dans le Saint-Empire romain. Maintenant, si on regarde en détail d'un point de vue juridique, dans la Constitution de la France, article 2, l'emblème national est par tricolore bleu-rouge, l'hymne national à Marseillaise. C'est notre Constitution. Il se trouve qu'en une demande des maires, qu'est-ce qu'on fait de ce drapeau européen? On donne au ministère de l'Intérieur, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui s'appelle la circulaire 246 du 663 qui est envoyée au préfet pour qu'il la donne au maire. Et dans cette circulaire, c'est écrit, et elle est toujours d'actualité, elle est toujours en vigueur, usage occasionnel pour les grandes circonstances de la vie communale. Et c'est aussi, je ne vais pas le mettre, qu'il est interdit de mettre des pavoises avec le drapeau européen les jours de fête nationale. Donc une commémoration nationale, on a un drapeau européen. Et on ne peut le mettre que dans les usages occasionnels. Si vous êtes dans votre pays tous les jours, hein. Et souvent hier, il n'y a pas de français. Moi, je peux aller dans le monde, il n'y a que le européen. Le titre 15 de la Constitution sur la Constitution et sur le droit, qui a été rajouté en 92 dans la Constitution de 58, nous dit rien que les symboles. C'est juste la France participe à l'intégration européenne. Il n'y a rien sur les symboles. Pire que ça, c'est que la France, en 2009, a refusé la déclaration numéro 52 qui était annexée au traité de Lisbonne, qui disait voilà les symboles de l'Europe. La France a refusé de signer. Donc, officiellement, il n'y a pas de reconnaissance officielle des symboles européens par la France. Et il y a la Constitution, et on a refusé le traité, ou la partie du traité qui les imposait. Donc, formellement et juridiquement, ils sont inexistants. La France ne les reconnaît pas, et leur usage est illégal et anticonstitutionnel. Analyse juridique des textes en vigueur. Disent ça à l'unité européenne. On était à une réunion d'européistes avec plein drapeaux européens partout, 400 personnes dans la salle, un rideau qui s'ouvre, un orchestre de jeunes qui se met à jouer l'hymne européen, tout le monde se lève, main sur le cœur, tout ça. Il y a les gens du père qui sont restés assis. Enfin, le truc, je prends le micro, j'ai dit vos symboles sont illégaux, anticonstitutionnels. L'hymne à la joie, vous ne pouvez pas vous mettre dessus, c'est honteux et c'est déshonorer la France de faire ça. 6 députés européens, pas un n'a eu un argument contre ça. Alors, on va parler des promesses qu'on nous a faites. J'ai mis dans ce même bloc toutes les promesses, parce que c'est toujours les mêmes, donc c'est pas bien de séparer. Les promesses pour le traité massif, les promesses sur le référendum sur la Constitution, les promesses pour l'introduction de l'euro, les promesses pour le traité de Lisbonne. Et puis je pourrais vous mettre les promesses pour l'élection. Ça ne changera pas, c'est toujours les mêmes. Notamment les promesses de nouvelle Europe, notre Europe, changeons d'Europe, et inventons l'Europe, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'on nous a raconté? Monsieur Sapin, j'aimerais convaincre chaque Français que le traité de l'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emploi, plus de solidarité. On voit où on est. Maastricht constitue les 3 clés d'avenir. La monnaie unique, ce sera moins de chômeurs et plus de prospérité. La politique étrangère commune, ce sera moins d'impuissance et plus de sécurité. Et la citoyenneté, ce sera moins de bureaucratie et plus de démocratie. On peut juger sur pièce, hein. Entre la diplomatie en Ukraine, le taux de chômage en France, et puis la bureaucratie qu'on nous impose autour de l'Europe, cette crise monétaire est psychologique. La crise monétaire en France nous a coûté 600 milliards d'euros. Ça fait une belle crise psychologique. Ce monsieur est toujours invité à la télé. Avec Maastricht, on parle de tous. Profondeur d'analyse. Profondeur d'analyse, avis politicalisé. Ce monsieur a toujours été parce qu'il était ministre.
Jamais un traité européen n'avait assigné à la construction européenne des objectifs aussi proches de ceux des socialistes. Je ne sais pas, je crois qu'il ne sait pas ce que veut dire socialiste. Pour la première fois, le plein emploi, l'économie sociale de marché et le développement durable sont objectifs pour l'Europe. Ce monsieur est président de la République française, et moi je vous garantis que dans les traités, on ne trouve pas plein emploi. Ça n'existe pas. On ne trouve pas économie sociale de marché. Et on ne trouve pas développement durable. Ces trois constructions syntaxiques ne sont pas dans les traités. Donc c'est de l'incompétence, du mensonge, voire pire. La tromperie. Je vous le dis de toutes les filles, si le non-emploi est probable de 40 jours. Voilà où on en est avec les hommes politiques sur la profondeur d'analyse de ce qu'on nous propose, notamment sur les réformes. Alors, les traités, c'est les constructions juridiques qui lient des membres des pays. On a commencé avec ces pays, avec le charbon, l'acier, la tourbe, le lait. Petit à petit, on a construit les choses. Ça a été le CECA, puis l'Union européenne, et maintenant la CE, la CE et la CE. Et puis petit à petit, on a progressé. Maintenant, on est dans un truc qui s'appelle l'Union européenne, qui est géré par deux traités, qui s'appellent le TUE et le TFUE, traité sur l'Union européenne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, issu du processus de Lisbonne. Donc les derniers traités, enfin les derniers, les précédents, on oublie. Alors je vous rappelle qu'en France, on a refusé le traité, on a refusé la constitution par un référendum. En fait, c'est pas une constitution. Le vrai nom, et on a du mal à retrouver, c'est traité établissant de constitution pour l'Europe. Et la France a voté non, à 55%. Et on a voté non à Hollande aussi. Plutôt nos amis des Pays-Bas, hollandais, ont voté non aussi. On a tout arrêté. Il y avait des référendums prévus en République tchèque, en Irlande, en Pologne, en Portugal, en Roumanie, en Danemark. Stop! On arrête tout, on va tout casser, on met tout de côté, on va mettre ça sur le tapis, puis on viendra plus tard. Suite à ce processus d'arrêt de cette constitution, on a fabriqué des gens, on a mis ensemble des gens pour rédiger des traités qui seraient différents de ça pour proposer autre chose. Et donc, comme les traités qui ont été rédigés, proposés à Lisbonne, le traité modificatif de Lisbonne, étaient complètement différents de la Constitution, notre président a dit c'est pas la peine de faire un référendum. On va vous embêter un jour, un dimanche, aller à la pêche, aller boire un coup, aller au pique faire un pique-nique. Nous, on s'occupe de tout et on vous fait ça de façon parlementaire. Et puis, on a fait voter, de façon parlementaire, on a fait voter ce traité dit de Lisbonne. Donc, qui fabriquait, on modifiait le traité avant pour fabriquer des jeux et des flux. Donc l'argument qu'on nous a donné, c'était complètement différent. Je vous rappelle que la constituante ici était gérée par Valéry Giscard d'Estaing. D'accord? Il avait été nommé là en disant vous vous occupez, avec des vieux là, de rédiger ce document-là, et c'était Valéry Giscard d'Estaing qui s'occupait de ça. Vous vous rappelez de ça? Que dit Giscard d'Estaing sur le traité de Lisbonne? Il dit si l'on enterre un mot contenu, le résultat est que les propositions institutionnelles du traité constitutionnel, les seules qui complètent pour les membres de la Convention, se retrouve intégralement dans le traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent réparti dans les traités. Ça veut dire quoi? On a pris le traité constitutionnel, on a changé les numéros, on a mélangé, comme le genre de Bordeaux, et puis on a dit c'est différent. Et on l'a fait passer par le Parlement. C'est pas moi qui le dis, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Donc on s'est fait voler notre référendum. Quelle est la philosophie du traité de Lisbonne? Le fond de la chose, c'est les 4 libertés fondamentales dans l'Union européenne, qui sont déclarées dans l'article 26. Dans l'article 26, il est écrit que les libertés fondamentales, c'est la liberté de circulation des biens, des capitaux, des services et d'installation des travailleurs, c'est-à-dire de la main-d'œuvre. Et en plus, il y a un article, c'est l'article 63, où il y a une interdiction de limiter les mouvements de capitaux entre pays membres, mais entre pays tiers et pays membres. C'est-à-dire entre pays membres, entre l'Allemagne et la France, l'Italie et la France, pourquoi pas? Mais avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde, avec la interdiction de contrôler, de limiter le mouvement de capitaux. Par exemple, dans les libertés fondamentales, juste et trouvé, le plein emploi, une société plus juste, de la justice, bien manger, avoir le droit de travailler, se loger, se cultiver. C'est écrit nulle part. L'accès à la culture, à l'art, au repos, c'est écrit nulle part, c'est pas défini. En fait, la philosophie sous-jacente de ça, c'est que le modèle social est imposé par les traités, donc c'est signé en nul, c'est priorité totale au marché intérieur, il y a même un commissaire au marché intérieur, concurrence libre et non faussée, qui
va imposer automatiquement, avec des traités, avec des articles dont on parle tout à l'heure, la destruction des services publics. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les services publics sont en train d'être détruits en France. Et en fait, ces traités organisent une guerre interne de l'Union, donc on n'a plus de guerre avec des canons et des soldats, mais on a une guerre économique. Cette guerre économique fiscale et sociale se construit autour de ça. L'impôt sur les sociétés en Europe est de 12,5 à 38%, et le SMIC est entre 0 et 1874 €. Donc le patron, et on a pas limité les mouvements de capitaux, le patron, et ça je trouve ça tout à fait normal, il doit gérer pour mieux son entreprise, il dégager des profits, je ne jetterai pas la pierre au patron. Il se dit, je vais trouver l'endroit où je produis, l'endroit où j'achète la terre première, l'endroit où je rapatrie mes bénéfices, où je paye les impôts. Lui, il l'optimise. C'est aux politiques d'empêcher ça. Mais le patron, lui, doit faire fonctionner son business. C'est les règles de gestion des pays qui imposent, qui laissent le libre choix au patron de faire ça. Le gros patron, le petit patron. Tout ça, ça implique quoi? Encore pire, c'est que les gens de l'Europe ont préparé une directive, il y en a eu deux. La première s'appelle Bolkestein, la seconde s'appelle la directive d'invitation des travailleurs, permettant de faire venir des travailleurs d'un autre pays, à très bas salaire, pour les faire travailler dans un pays à fort salaire. La directive, normalement, prévoit qu'un travailleur qui vient par exemple de Bulgarie, qui joue au hasard, s'il vient travailler en France, il doit être payé avec le même salaire que le Français qui fait la même chose. Par contre, les charges sociales, ce sont les charges sociales du pays de départ. Il y a des pays où le SMIC est de 100 €. Donc le gouvernement en France a pris le SMIC français, mais on paiera les charges sociales sur 100 €. Les charges sociales sur 100 €, c'est combien à peu près? C'est 3 francs 6 sous, hein. 3,6 €. D'accord? Mais pire que ça, c'est que si les travailleurs détachés, on les fait venir pour travailler 20 heures, on les fait travailler 60, on les paye au SMIC. Mais quand les pays, il n'y a pas de SMIC, on les paye ce qu'on veut. Donc en Allemagne, on fait venir des travailleurs détachés pour cueillir des fruits, pour fabriquer des voitures, ainsi de suite, et on les paye en euros. Et à ce moment, ces pays sont très compétitifs parce qu'ils ont des salariés extrêmement touchés. Alors, les articles mortifères dans ce traité, ce qui fait qu'on ne peut rien faire et qu'on est bloqué. Les articles 3, 4, 5, 6, c'est ce qui organise la remontée de souveraineté de la France à l'Europe. Donc il y a des domaines pour lesquels on n'a plus rien à dire. On a juste à prendre les textes européens, à les transférer au droit français, c'est tout. On n'a plus la gauche. Et comme nos parlementaires européens n'ont pas accès à l'initiative législative, ben on est là. Articles 32 et 39, ça impose l'agriculture intensive. C'est écrit qu'il faut que dans le marché intérieur, on ait la meilleure concurrence possible. Donc c'est-à-dire la plus grande exploitation possible, la mécanisation, les produits chimiques. À aucun moment dans ces articles, on parle de terroir, de bien manger, d'autonomie alimentaire, ainsi de suite. Article 63, pas de contrôle des capitaux, ce qui impose des délocalisations. Article 123, ça impose l'emprunt sur le marché, on n'a plus le droit de se financer auprès de notre banque centrale ou de la Banque centrale européenne, il faut forcément emprunter auprès des banques. Article 107, 119, pas de contrôle de nos frontières, c'est ce qu'organise Schengen. Article 106, service public en concurrence et privatisation. Article 121, c'est tout ce qui est autour des retraites, de la politique économique et sociale, donc il ne faut pas s'illusionner. Ce qui se passe actuellement sur les retraites en France, ce n'est pas les Français qui décident. En fait, c'est calqué sur un document qui a été écrit en 2003 qui donne la trajectoire qu'on doit suivre de la France pour ses retraites et sa politique sociale. Et la France, avec un peu de retard, mais la France suit ce qui est écrit dans ce document qui a été écrit par un commissaire européen. Article 179, c'est tout ce qui est santé et environnement en concurrence. Donc tout ce qui est santé et environnement, ça se trouve en concurrence, puisque c'est le marché intérieur, donc les hôpitaux, l'eau, l'électricité, tout ça c'est en concurrence. Il n'y aura plus de service public associatif. Et dans le TUE, le traité de l'Union européenne, l'article 42, obligation de l'Union. On n'a pas le choix. Si on est Union européenne, on est dans l'Europe. Pourquoi les Américains veulent que les Turcs en Union européenne? Parce qu'automatiquement, ça ferait le même périmètre que l'autre. Les conséquences directes de ce genre d'article, ben voilà, ça c'est la semaine dernière, je crois, depuis la date, il y a pas longtemps, des ouvriers portugais étaient 3,4 € de l'heure sur un chantier vers le Nord. Ces ouvriers portugais, des pauvres bourgs qui viennent travailler à savoir peut-être que ça fait manger, mais c'est sûr que les ouvriers belges n'ont pas de travail. Ou alors, la CEIPA doit fermer 2 usines de l'Élysée en Pologne. Nos ministres font des grands gestes, ils crient très fort, mais ils ne peuvent strictement rien faire. Article 63. Les capitaux circulent librement. CEIPA, ça appartient aux Anglais, ça appartient aux Français. Les Anglais ont dit on va partir de France pour aller en Pologne. Le salaire chargé en France, le coût horaire du salaire est autour de 38 €. Tout compris, parce que gagne le salarié, tout compris.
Le salaire chargé au travail est autour de 7,5 €. Et il y a de grandes chances qu'il y ait des subventions pour le déménagement. Vous allez vous montrer après, il y a de grandes chances que l'Europe va donner des sous pour le déménager. Donc ces traités qui sont extrêmement durs avec nous, qui nous rendent la vie extrêmement difficile, c'est des choses qui sont intangibles. Puisque Arnaud Montebourg sur France Inter en avril 2014 disait pour sauver les banques, on doit violer tous les traités. Donc quand c'est pour sauver les banques, les traités on n'en tient pas compte. Quand c'est pour brider les initiatives et les possibilités de développement des pays, les traités, eux, sont très légers. Et ça nous coûte très très cher, je vous dirais que ça nous coûte très cher. Alors l'Europe et la zone euro. Vous savez qu'en Europe, maintenant, on paye avec des euros. Cet argent, c'est un projet très démocratique qui est issu du traité de Maastricht. En fait, ça n'en avait pas très longtemps. Victor Hugo, en 1855, avait parlé d'une monnaie unique pour l'Europe, c'est un facteur de paix, de développement, ainsi de suite. Ça veut aussi un développement. Donc c'était mis en place par le traité de Maastricht. Donc de 92 à 2002, on avait une monnaie technique, ça s'appelait l'ECU, européenne currency unique, qui était les échanges entre les banques, entre les entreprises. Et par contre, nous, on payait avec des euros. On payait et continuait à payer avec la monnaie nationale. Jusqu'au 1er janvier 2002, ou alors on a eu des euros, et puis on a commencé à jouer avec les euros, puis à pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre avec les euros. C'était le grand argument, c'est vous vous rendez compte, vous allez dans un pays européen, et puis vous ne changez pas votre argent. Alors, moi j'ai une remarque à faire avec ça, c'est que 85% des gens ne voyagent pas hors de France, et que dans tous les aéroports du monde, il y a des distributeurs de billets. Donc moi je me promène dans le monde entier, je mets ma carte bleue dans la poche, j'arrive dans un aéroport, en Tunisie, en Algérie, ailleurs, je mets ma carte bleue, je prends la monnaie, et puis voilà, c'est fait. Il n'y a aucun problème avec ça. L'euro va changer l'Europe, et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète. Donc, cette promesse de 99, on peut mesurer ce qu'elles sont maintenant. Alors, on peut penser qu'il était convaincu. On ne va pas lui jeter la pierre. C'est quelqu'un qui était convaincu, c'est un Européen de toutes ses forces qui dit on a choisi l'euro, ça vient se passer. Il a eu tort dans ses prévisions, on ne va pas lui reprocher. Si ce n'est que cette Europe de la puissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts géopolitiques, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leur loi aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un maillage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. c'est un homme convaincu. Il est convaincu quand? En 79 ou en 99? Et ça, c'est bien. On ne peut pas savoir nos hommes politiques, s'ils accèdent au pouvoir, ils deviennent européistes. Pourquoi? C'est l'argent qui vient. C'est l'argent qui les convainc. Donc l'euro, c'est une belle construction démocratique qu'on n'a pas voulu. On a voté oui à Maastricht, d'accord? Mais c'était une construction technocratique interne. Dans les papiers de la CIA, déclassifiés, toujours le même journaliste a trouvé une note émanant de la direction Europe des États-Unis. Pour savoir que les États-Unis ont une direction Europe. Ils ont aussi un secrétaire d'État, équivalent de secrétaire d'État, aux affaires européennes. Est-ce que nous, on a un ministre des Affaires américaines?
Non, parce qu'il veut le foot, il essaie de s'occuper des gens. Bon. Dans une note de la direction européenne du 11 juin 65. 11 juin 65. 30 ans à peu près avant Maastricht. Conseil au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif de l'union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Donc en fait, c'est les Américains qui ont poussé à cette union monétaire et qui ont dit surtout préparez ça, mais dites rien. Vous n'aurez le droit d'en parler que quand, de toute façon, il n'y a pas de choix. On ne pourra plus faire autrement. Alors, si on regarde ce que c'est que l'euro, c'est une zone monétaire. Or, il y a des travaux de chercheurs, notamment un chercheur technique qui s'appelle Mundell, qui a défini ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Alors, c'est pas quelqu'un, c'est pas un cadre de l'année, hein. C'est un gars qui a eu le prix Nobel en 1999 pour ses travaux de 1961. Il a défini la zone monétaire optimale. Il y a eu beaucoup de travaux, suite à ces travaux originaux, il y a beaucoup de travaux scientifiques suite à 1961, donc ça a toujours été vivant, cette branche de l'économie. Donc l'Union européenne n'est pas une zone monétaire optimale. Donc on sait, parce qu'il faut 4 critères pour une zone monétaire optimale, et c'en est pas une, sauf à détruire la structure sociale et à renforcer la mobilité vers l'Europe, sauf à privilégier les spécialisations industrielles par pays, sauf à transférer les paquets d'euros des hommes riches aux pauvres, sauf à avoir un budget à un gouvernement central. C'est une zone qui est structurellement pathologique, donc on sait que ça ne peut pas fonctionner. Les gens qui fabriquaient l'euro savaient que ça ne fonctionnerait pas. Par contre, ils se sont dit, on va faire un moteur forcé de la rupture de fédéralisme, c'est-à-dire, plutôt que de faire une zone monétaire optimale, puis mettre l'euro, ils se sont dit, on va mettre l'euro, et pour pas que ça explose, il faudra que les gens aillent vers ça, ça, ça et ça. Donc, destruction de la structure sociale, c'est ce qui est en train d'arriver, renforcer la mobilité d'un main-d'œuvre, rappelez-vous des libertés fondamentales de l'Union européenne, privilégier la spécialisation industrielle par pays, c'est bizarre, les voitures partent en Allemagne, les turbines de Alstom, peut-être partent aux États-Unis, les emmènent chez Siemens, là ça risque de les contre-cas, tout est comme ça. Pourquoi la CI doit plus en France? Ils sont en train de le faire, ça. Ça, par contre, ça nous a posé comme les Allemands n'aiment pas trop le troisième ligne. Et la quatrième ligne, avoir un budget de gouvernement central, c'est exactement ce qu'ils veulent avec les États-Unis d'Europe, c'est remonter plus d'argent au niveau européen et avoir des ministres et un gouvernement au niveau européen. Alors vous allez me dire, voilà, monsieur Hervé, vous êtes encore en train de délirer. Écoutez bien, la qualité de la vidéo n'est pas terrible. D'abord, tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'en faire partie, ont tenu la plume pour écrire les conversations de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir n'est pas possible. Car on a soit il faut oublier les capacités de la sortie. C'était pas démocratique. C'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles, pour nous forcer d'avancer. Parce que si on sort, naturellement, il est toujours possible, c'est impossible, naturellement, si on veut, c'est très très compliqué. Je rentre dans un peu de calme, sortir soit par le bas, soit par le haut, c'est très compliqué. C'est lui qui le dit, hein. C'est pas nous. C'est lui qui dit, on a fait en sorte qu'on ne puisse pas sortir, ça veut dire, voilà, vous devenez devenir une zone monétaire optimale si vous voulez que ça fonctionne. C'est eux qui le disent, c'est effectivement. Si maintenant on regarde la santé économique de la France, on tentait. Et en plus, j'ai fait ce transparent il y a un petit mois, et ça s'est encore dégradé. Près de 6 millions de chômeurs inscrits au Pôle emploi, plus de 1200 de plus par jour par an. 8 à 9 millions de personnes sans emploi, 9 millions sous seuil de pauvreté, chiffre 3 rouges. 400 suicides agriculteurs par an. 1 million de Français inscrits au réseau du PE, tous les reports ont été battus cette année. 25% de jeunes actifs de moins de 25 ans sont au chômage, 80% des emplois créés sont en CDD, 34% des jeunes veulent partir. Plus de 250 000 travailleurs détachés à l'étranger en France, tout le temps, qui tournent. Et c'est un chiffre certainement sous-évalué. 3,2 millions de salariés au SMIC, 1,7 million de personnes au RSA. La dette double tous les 12 ans. La dette de l'État est de 1840 milliards d'euros, la dette publique de 2200 milliards d'euros. Si on rajoute les créances, donc les promesses de paiement avec l'inflation, on arrive à 4400 milliards d'euros en France. Une entreprise qui paye plus de 2 minutes, une usine ferme par jour. Donc 83% des Français n'ont plus confiance en l'Union européenne, 80% des lois nationales sont imposées par l'UE dans ces domaines de défense. Ça, c'est l'état de la France actuellement. Nous avons promis la prospérité, le plein emploi, le bonheur, on n'ira plus, c'est tout ça. Les gens vont faire beaucoup moins.
Une petite carte pour vous montrer, ça c'était l'industrie en 1968 en France. L'échelle de couleur, c'est plus c'est foncé, plus il y a l'industrie. On ne donne pas de valeur absolue, on va comparer une carte. Donc 768, donc la zone, classiquement, la zone rurale c'était le sud-ouest, et la zone industrielle c'était le nord-est. Là il y a les aciéries, là il y a tout ce qui est des ports, là il y a l'automobile, il y a la taxi, et ainsi de suite. D'accord, c'était l'état de la France. Avec les mêmes échelles de couleur, on voit l'état de la France en 2008. Voilà l'industrie en France en 2008. Dans le PIB, l'industrie est passée autour de 35% à 13% du PIB de la France. C'est dramatique. Tout ça, c'est par exemple, on a donné le textile aux Chinois. Dans les accords du GATT, on a dit écoutez, donne le textile. Parce que les Anglais voulaient faire le textile, ils ont dit bon, on va vous donner le textile. Le textile français est parti avec. On n'a rien eu en contrepartie. On va donner la production d'acier à la Pologne au nord de l'Allemagne, puis c'est parti de la France. Et ainsi de suite, tout est comme ça. Si on ne fait pas marche arrière très vite, on va devenir un parc d'attraction pour les Chinois. C'est ce qu'a dit un secrétaire d'État américain. La France, en France, un parc d'attraction pour les touristes chinois. Si on parle de l'Union européenne, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il faut savoir qu'en fait, la France, ça c'est la dette du pays par rapport au PIB. La France, on tourne un peu plus, maintenant 94%. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres pays où c'est bien plus. La dette cumulée dans l'Union européenne sur les 28 pays, c'est 11 800 milliards d'euros, au sens de Maastricht. Chaque habitant de l'Europe, chaque habitant, les enfants, les vieillards, les papas, les mamans, doit 22 560 euros de banque. Vous. Moi. En France, c'est 26 millions de chômeurs. Excusez-moi, en Union européenne, à 27, 26 millions de chômeurs. Ça, c'est à peu près constant. Par contre, en zone euro, moins un pays parce qu'il n'y a pas de statistique, ça augmente. Donc, dans l'Union européenne, c'est à peu près stable. Mais dans la zone euro, ça augmente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en zone non euro? Genre, petit problème mathématique. Dans la zone euro, c'est stable, pas sûr. Dans l'Union européenne, c'est stable. Dans la zone euro, ça augmente. Qu'est-ce que ça veut dire dans le pays où il n'y a pas d'euro? Ça baisse. Donc le chômage baisse en zone euro. On ne vous le dira jamais à la télévision ni dans les grands journaux. 43 millions d'euros, chiffre de la Croix-Rouge. 123 millions, la limite de la pauvreté en Europe. Chiffre de la Croix-Rouge. Ceux-là sont en train d'aller par là. Voilà des courbes qu'on a reconstituées avec les chiffres officiels, mais que vous ne verrez jamais imprimés dans vos journaux. Voilà le chômage en zone euro. La tendance n'est pas très bonne. Et voilà le chômage dans la zone hors zone euro. Donc ça, c'est les prix. On ne vous donne jamais ces courbes-là, elle est dramatique. Si maintenant on compare différents pays, Allemagne, plus de 2000 milliards de dettes, une démographie négative, on perd des gens. C'est le pays des jobs à 1 euro de l'heure. Alors il ne faut pas se leurrer, en France on a le RSA. Là-bas ils donnent le RSA, contre un travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer, il ne faut pas dire qu'il y a des jobs à 1 euro de l'heure, mais ils n'ont pas de RSA. C'est le pays d'Europe où la pauvreté monte le plus vite, et c'est un pays qui utilise la sous-traitance chauffage à l'est et détachement, ils n'ont pas de SMIC pour l'instant. Ce qui veut dire que les gens qui font venir, ils les payent au prix qu'ils veulent. Il n'y a pas d'obligation. Et les gens qui viennent cueillir les fruits, qui viennent abattre les cochons, qui viennent dans les champs, ils sont payés au minimum. 3 pays, Pays-Bas, Finlande, Belgique, étaient des pays très solides avant l'euro, des pays basés sur le commerce, le champ international, sont en récession, ont des problèmes de solvabilité dans leur croissance, simplement parce qu'ils ne peuvent plus gérer leur monnaie. Par contre, la Suède est un pays qui gère sa monnaie, parce qu'ils ont refusé de rentrer dans l'euro, dans son Union européenne, et bien c'est un pays qui a une très bonne santé malgré son coût du travail. En Suède, c'est le pays qui a plus d'impôts qu'en France. Les charges sociales sont plus élevées et il y a plus d'argent d'État dépensé dans la société. Donc théoriquement, d'après les critères de Maastricht, c'est un pays qui devrait être à l'agonie. Et bien c'est un pays qui se porte mieux que la France. Mais c'est un des pays qui se porte le mieux en Europe. Par contre, ils n'ont pas l'euro. Donc ils savent faire la gestion monétaire, malgré le fait qu'ils aient les impôts les plus élevés d'Europe. Ça, c'est les SMIC dans les pays européens. Donc je ne vais pas détailler ça, il faut juste voir que dans les pays européens, le SMIC va de 123 euros à 1874 euros au Luxembourg, et que dans ces pays-là, il n'y a pas de SMIC. En Suisse, ils sont en train de faire une votation pour mettre un SMIC à
400 euros brut, quelque chose. 524. 3500 24. 3524, c'est 4 000 francs suisses. Et l'Ukraine, pour faire rentrer dans l'Europe, au moins l'association, c'est inscrit à 120 euros. Et la Moldavie, qui est le pays suivant, 80 euros. Vous mettez un ensemble de pays comme ça, avec ces trucs-là, vous enlevez les barrières de frontières et vous débrouillez. Est-ce que ça va converger vers le salaire le plus haut? Peut-être pas vers le salaire le plus bas, mais il y a de grandes chances que ça converge vers une moyenne ou une médiane qui va être quelque part par là. 748 euros. Est-ce que 748 euros, ça ne serait pas 2 SMIC, par exemple? Est-ce que les semaines qui viennent de passer, on n'a pas entendu parler le patronat de 2 SMIC? Oui, encore ce matin, Gattaz expliquait, mais non, c'est bien, il faut pour les jeunes et tout ça. Il y a 2 SMIC qui est là. Regardez, c'est ça, Même l'AMI explique ça aussi. L'AMI explique ça aussi. Oui. Mieux vaut un petit peu cher. Il n'a pas de SMIC, lui. Vous savez combien il est? Je ne sais pas combien. Alors, on nous dit, les gens de l'Europe disent, mais non, l'euro, c'est pas l'euro qui fait la dette. Dans vos pays, c'est parce que vous vivez au-dessus de vos moyens que vous avez une dette. Donc vous devez vivre plus chichement parce que c'est pas l'euro. L'euro vous sauve et c'est vous qui vivez trop chèrement, qui dépensez trop, vous avez une dette. Donc ça, la courbe rouge, c'est la dette de la France. Donc c'est l'argent qu'on doit. C'est ce qu'on doit à nos créanciers. Crise de l'euro, crise des banques, crise de l'euro, la progression ici, c'est 600 milliards d'euros. C'est-à-dire, pour sauver l'euro, ça a coûté à nos finances publiques 600 milliards d'euros. Maintenant, on est ici, et on nous dit qu'il faut diminuer la dette. S'il faut diminuer la dette, c'est parce qu'elle a augmenté. S'il a augmenté, c'est à cause de la crise de l'euro. Donc c'est bien l'euro qui fait qu'on est dans la merde maintenant. Ça nous fait 600 milliards d'euros. Et par exemple, on a lu il n'y a pas longtemps qu'entre 2014 et 2015, pour continuer à sauver l'euro et aider les petits pays, ça va nous coûter 69 milliards d'euros. En un an. Ils cherchent combien dans le plan d'économie, Valls? 50 milliards sur 3 ans. Ils sont là, hein. Moi je les trouve. Hein. Les 50 milliards, je les trouve. Hein. C'est un tout petit bout de cela sur 3 ans. Donc on se fout de notre gueule. D'un côté, il faut qu'on donne des milliards pour sauver des petits pays pour garder l'euro en place. Et de l'autre côté, on va dire, vous serrez-vous la ceinture, arrêtez de manger des choses trop chères, vous n'allez plus avoir de retraite et on va faire des SMIC, parce qu'il faut trouver de l'argent. C'est une escroquerie. Je vous ai mis des courbes un petit peu compliquées. Les courbes bleues, c'est le déficit courant. C'est tous les ans l'argent qui est en trop ou pas en trop. La France, le zéro ici, ça veut dire que tous les ans, on a un trou dans la caisse. La Suède, le zéro est là, donc de temps en temps, on a des surplus et de temps en temps, on a des trous. En rouge, c'est la dette. La dette de la France augmente tout le temps. La dette de la Suède a augmenté, et puis elle a diminué, puis elle a augmenté, et elle a diminué. Et la dette de la Suède diminue. La Suède est dans l'Union européenne, mais ils n'ont pas l'euro. Donc, leur économie et leur monnaie jouent ensemble de telle façon que la monnaie s'affine, la monnaie s'accorde, la monnaie trouve un taux de convertibilité avec l'euro de telle façon que son équilibre avec son économie. Donc la différence, voilà, ça c'est le cours de la couronne suédoise par rapport à l'euro. Voilà pourquoi la Suède arrive à dégager les excédents budgétaires, arrive à rembourser sa dette, malgré son économie, qui est une économie sociale extrêmement coûteuse. Alors, ce que je voulais dire tout de suite, c'est important, c'est qu'ici, comme on a une dévaluation impossible, puisqu'on est dans l'euro, et comme l'inflation est jugulée, parce que la BCE dit qu'il faut 2% d'inflation, moins de 2% d'inflation, les seuls leviers qui existent, qui restent, c'est la dette et l'austérité. La dette, automatiquement, parce qu'on ne peut pas jouer là-dessus, et pour qu'elle n'augmente pas trop vite, qu'on n'en remboursera jamais, et ben c'est l'austérité. Donc l'euro implique forcément l'austérité. L'article 123, c'est l'article qui dit qu'on n'a pas le droit de se financer auprès de notre banque centrale européenne. On doit forcément emprunter sur le marché. Cette loi est la réécriture d'une loi française qui était la loi dite Pompidou-Rothschild du 3 janvier 1913, qui disait une chose, où l'État n'a pas le droit de se financer auprès de la Banque de France, elle doit forcément aller sur les marchés. Donc aller sur les marchés, c'est mettre les banquiers en concurrence, c'est dire voilà, j'ai besoin d'1 milliard, est-ce que vous me le prêtez? Oui, je vous prête à 2,5%, l'autre dit oui à 2,35%, l'autre dit 1,9%, et puis on va marcher en tapis, et puis on emprunte à celui-là. Et puis on va tous les ans, on va donner 30% en remboursement.
Ces intérêts sont imposés, c'est-à-dire que si on n'a pas emprunté, si on n'a pas remboursé la première année, ce qui reste, il faut continuer à rembourser les intérêts les années suivantes. Il y a différents modes de calcul en fonction de différents types de prêts, mais c'est la chose. Si on réévalue la dette française, ici en bleu, on réévalue la dette sans les intérêts. On calcule en euros constants, mais on enlève les intérêts. Voilà la dette sans intérêt que doit la France. C'est ce qui est en rouge. Elle emprunté, c'est les rembourser. Tout ça, la différence entre rouge et bleu, c'est les intérêts qui doivent servir aux banquiers. Donc actuellement, on ne rembourse pas de la dette, on rembourse des intérêts. Donc ici, la dette est quasiment pas on est à 20%, on est à peu près à 30%, et ça, c'est les intérêts qu'on doit aux banquiers. Évidemment, plus les intérêts sont élevés, plus ça nous dit, plus les intérêts sont bas. Donc quand est-ce qu'on a l'équilibre? Il faut que l'inflation plus la croissance égale les intérêts. Si l'inflation plus la croissance égale les intérêts, c'est flat, c'est plat. D'accord? La France emprunte tous les jours, pas je frappe, tous les jours, 474 milliards d'euros pour payer les intérêts de son fonctionnement. On est arrivé dans un délire qui fait que la France emprunte pour rembourser les intérêts. Mais quand elle emprunte, ça fait de nouveaux intérêts. Donc c'est forcément cumulatif. Et pire que ça, c'est qu'elle emprunte non pas pour son investissement, mais pour son fonctionnement. Pour payer des retraites, pour payer les fonctionnaires. C'est dramatique. Un pays qui emprunte pour fonctionner, il est mort. Donc si on n'arrête pas ça, on va la faire. L'article 123 fait qu'on ne peut pas changer grand-chose, on ne peut rien changer tant qu'on est dans l'Union européenne. Pendant ce temps-là, pendant qu'on a ces difficultés économiques qui sont quand même très graves, entre 43 millions de pauvres, 26 millions de chômeurs, nos parlementaires devraient s'atteler à cette tâche-là pour dire qu'il faut faire quelque chose. Enfin, moi, je serais parlementaire, je me dirais qu'il faut vraiment faire quelque chose pour mes concitoyens, je suis élu pour ça. Nos parlementaires, pendant ce temps-là, autorise les OGM, chalutage profond, autorise le retour des farines animales, autorise le moteur de l'huile végétale, on autorise 10%. Si vous avez de la mayonnaise, il y a de grandes chances que dans la mayonnaise, il y ait 10% d'huile minérale. Ils ont refusé les hommes-femmes il y a quelques semaines. Ils normalisent la fonte des fruits et des légumes qui sont abandonnés. Vous vous rendez compte qu'ils ont essayé de normaliser la fourniture des bananes et des concombres. Au bout d'un moment, ils se sont dit non, tout compte fait, ça va peut-être embêter les gens. Et ils ont abandonné ce projet. Je vous garantis que sur le site, il y a encore les rapports qui disent ce qu'il faut faire pour normaliser ça. Il y avait une émission à la radio. Pourquoi? Parce que pour un industriel, c'est plus facile d'avoir des caisses standards, des fruits standards. L'artisan peut faire ça à la main, l'industriel avec ses machines, pour que ce soit efficace, pour qu'il y ait le libre marché et la libre concurrence, pour que ces gens de fond, ils soient tous de la même taille, dans des caisses standards, pour mettre dans des palettes standards, pour mettre dans des camions standards, puis dans des trains standards, pour des consommateurs standards. Et puis, on ne peut plus avoir l'artisan qui a des bananes comme je ne sais pas, des courgettes, des machins, des patates. On parle même pas des semences, on parle même pas des fruits historiques, des fruits et légumes historiques, des vieilles variétés, tout ça. Refus du statut dans son lettre. On a quand même un mec qui est venu nous voir pour un jeu côté. Là, il y a les États-Unis, ils écoutent toutes vos conversations téléphoniques. La moindre des choses, c'est toi, on t'intéresse, je vais quelque part, bon, je esthétique comme dans les films, voilà, et dans un statut spécial, tu es protégé par notre constitution, tu es protégé par nos forces de l'ordre, parce que tu es quelqu'un de positif. Ils ont refusé le statut de lanceur d'alerte. En gros, ils ont mis un pistolet sur la tempe de ce modèle. C'est ça, ça vient de ça. Par contre, ils ont normalisé la taille des chasseaux. C'est super important. Ils ont normalisé la taille des chasseaux et ils ont normalisé les autocuiseurs. Depuis les cocottes minutes. Donc maintenant, les cocottes minutes, ça sera la même en Italie, en France, en Espagne. C'est super important. Est-ce que ça va donner plus de travail? Non, parce que comme ça a tout normalisé, une seule machine qui fera les cocottes minutes pour l'Europe entière, il y a encore moins de travail. Ils ont autorisé les pesticides nicotinoïdes, c'est ceux qui tuent les abeilles. Mais par contre, ils n'ont pas oublié d'augmenter les fonctionnaires de 4% rétroactivement à 2012. Ça, ils n'ont pas oublié. Mais aussi, ils ont lancé l'initiative du traité transatlantique. C'est-à-dire que la Commission européenne a lancé une procédure de négociation d'un accord de libre-échange des États-Unis et l'Europe, sans consulter les parlementaires, avec un accord secret et un document, c'est-à-dire une lettre de mission des négociateurs secrète. Il se trouve qu'il y a eu des fuites, donc on a eu des documents. Mais s'il y avait eu des fuites, c'était secret. Pire que ça, c'est qu'ils s'attendent à ce que la signature de cet accord soit faite sans demander l'avis des parlementaires. C'était écrit encore dans la presse il y a peu de temps.
C'est quoi cette atlantique? Les USA veulent mettre la main sur le marché, ils veulent écouler leurs poulets beurrés, leurs hormones et leurs OGM, c'est autorisé chez eux. Ils veulent évoluer au privé pour que les entreprises puissent attaquer les États qui prennent des lois qui embêtent les entreprises. Alors on dit, oui, monsieur Hervé, vous êtes fou. Non, dans l'accord ALENA qui lie le Canada, le Mexique et les États-Unis, c'est déjà le cas. C'est toujours les États-Unis qui gagnent. 70 affaires, 70 fois les États-Unis qui gagnent. Obligé de subventionner des activités privées concurrentes au même niveau que celles publiques. Vous ouvrez une université privée en France, vous dites à l'État, l'université à côté touche tant de millions d'euros, vous devez donner tant de millions d'euros parce que je fais la même chose qu'elle. C'est écrit. Que va faire l'État? Est-ce qu'il va donner tant de millions d'euros privés? Non, il va arrêter le service public. Il les aura pas du tout. Donc il va arrêter le service public et le privé sera tout seul. Et les normes sanitaires, sociales et techniques sont alignées sur les moins contraignantes pour le marché. Donc en gros, on aura la merde commune à tous les pays. C'est écrit dans l'accord, enfin dans les protocoles de négociation. Alors c'est pas écrit comme ça, c'est malin, hein, ils écrivent avec des mots juridiques, c'est qu'on met des normes qui contraignent le moins le marché, l'accord de libre-échange. Ça veut dire qu'on met les choses les moins contraignantes. Et tout ça, ça va mettre des grands généralisés sur la générale. Ça, c'est nos commissions, hein, c'est les gens qui sont nommés, les commissaires qui sont nommés par nos États, les fonctionnaires et les parlementaires ne peuvent rien dire. Alors les parlementaires commencent à dire on va dire non. Ils diront pas non, on leur donnera. Pourquoi cet accord transatlantique? Il suffit de remonter quelques années en arrière. M. Rockefeller, en 1999, a dit quelque chose va remplacer les gouvernements et le pouvoir privé, nous sommes l'entité adéquate pour le faire. Ce qu'ils veulent, c'est que les entreprises qui gèrent les pays. C'est un gouvernement, ça fait chier, c'est emmerdant. Puis pourquoi demander au peuple? Vaut mieux des gros patrons, des managers, des capitalistes pour faire tout ça. Et Fritz Bolkestein, vous savez, c'est celui qui avait fait la fameuse directive Bolkestein sur les circulations de modèle social européen, je ne comprends pas bien le sens de cette expression. Une petite anecdote. M. Bolkestein, depuis quelques mois, milite contre l'euro. Il a compris, il y en a qui comprennent. Modèle social européen, je ne comprends pas bien le sens de cette expression. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est la main-d'œuvre, des travailleurs, on n'a pas besoin d'un modèle social européen, français, ça ne sert à rien, ça entrave la libre concurrence. On parlait d'européistes convaincus, les européistes convaincus. Petite remarque, est-ce que quelqu'un dans cette salle dit un jour, moi je suis un Lorrain convaincu, moi je suis un Parisien convaincu, moi je suis un footballeur convaincu? Non, moi je suis alsacien, je suis breton, mais moi je suis breton, je suis alsacien. Pardonnez-moi, si je le dis. Mais les européistes, ils ont besoin de le dire. Parce qu'ils ne sont pas bien sûrs, en fait. Donc les Européens sont convaincus. Écoutez, maintenant que vous avez entendu ça, écoutez ce qu'ils disent à la télé. Ils vont toujours dire, moi je suis un Européen convaincu. Oui, il n'y a pas besoin. Si l'Européen est Européen, il y a besoin de convaincu. Quel est le premier Européen en France? Quel est notre Européen le plus important? Notre ministre des Affaires européennes. Rappelez qui ça, parce qu'ils ont changé, ils ont fait un peu, ils ont tout mélangé, ils ont mis d'autres. Arlène Désir. Arlène Désir, c'est quelqu'un qui est très engagé pour l'Europe. C'était quand même la tête de liste du PS aux dernières élections, et donc il était député européen, jusqu'au 25 mai. Monsieur Arlène Désir, ça c'est un document qui vient du site officiel du Parlement européen. C'est une association qui s'appelle Vote Watch, qui touche des sous pour faire ça, avec les données officielles. C'est quand même quelqu'un qui vient moins d'une fois sur deux au Parlement. Il est 756e, alors qu'ils sont un peu plus de 766, quelque chose en ce moment. Donc en fait, c'est le dernier, c'est le cancre. Alors on va se dire, bon, c'est un bénévole, il fait ce qu'il peut, il vient quand il peut, voilà, quand il est là, il fait rien. On va ici, il n'a rien foutu. Pour ce qui est des rapports, ainsi de suite, il est dernier. 659e, il n'a rien fait. Mais bon, il est engagé, il est convaincu, il est bénévole. Il est plus au PS. Les bénévoles, mais c'est comme le ministère, c'est comme le secrétaire d'État aux affaires européennes. Alors, quelqu'un qui est bénévole comme ça, moi je veux bien être bénévole comme ça, parce que M. Arlène Désir touche 7 339 € de rémunération de base, plus 3 980 € net d'impôts de frais, plus 340 € par jour les jours où il vient. Alors vous savez comment ils font, les députés européens, ils viennent le matin à 7 h, ils signent la feuille, ils prennent le train à la gare de Strasbourg, on les voit, ils les enroulent, et ils se tirent, ils prennent le train.
En gros, ça fait 15 000 € par mois. Donc un député européen, il touche 15 000 € par mois. Net d'impôt, sans cotisation sociale. Plus 21 000 € pour payer ses secrétaires et les gens qui bossent attachés parlementaires. Il y a quelques années, c'est eux, on leur donnait l'argent à eux, et c'est eux qui gèrent. Évidemment, c'était une gabegie. Cet argent-là, on ne leur fait même pas confiance. C'est-à-dire que c'est un organisme qui gère cet argent-là pour eux. Heureusement, vous vous rendez compte, ces gens à ce niveau-là, ils en sont à gratter tout l'argent qu'on leur donne. C'est tellement bon. Dans les scandales de la liberté compagnie. Alors, dans votre travail, si vous veniez travailler un jour sur deux, que vous ne faisiez pas le travail, qu'on vous devait 15 000 € par mois, et les jours où vous venez, on vous donne une prime pour dire c'est bien de venir au travail, mais vous ne faites pas le boulot. Ça existe un travail comme ça dans la vraie vie? Ça n'existe pas. J'aimerais bien avoir un travail. C'est pas le seul. Quand on regarde les statistiques pour les autres députés, il y a des députés qui travaillent beaucoup. Il y a quelques députés qui sont vraiment présents là tout le temps, qui font du boulot, qui font des rapports ensuite, même des Français. Les grands gueules, Eva Joly, super européiste, 708e, Mélenchon, 184e, Le Pen, qu'on voit partout, 713e. On n'en parle pas celui-là, et celui-là, il est un peu, il est transformant. Vous avez vu qu'il y a plus que 759, il y a 756 avant. Pourquoi 756? Parce qu'en fait, si un parlementaire européen descend en dessous de 50%, il ne touche plus tout son argent. Donc il est arrivé, je vois, les dernières semaines, tous les jours, il a 50,1%. Et il a touché tout son salaire. S'il avait été à 49,9, il avait, je ne sais pas combien, on lui piquait une partie. Vous voyez qu'il est intelligent. Ah non, mais ils sont très intelligents. Dans ma bouche, on n'entendrait jamais dire qu'ils ne sont pas intelligents. Alors, nos commissaires européens, donc les commissaires, c'est 28 commissaires qui sont à Bruxelles, qui sont dans le bâtiment Garbemont, qui gèrent le fonctionnement européen, ont des petits salaires. Donc un commissaire, c'est 238 000 €, un vice-président, 265 000, un président, 293 000. Le président, c'est Juan Manuel. En plus, on leur ajoute une indemnité de présidence de 43 960 €, une indemnité de représentation de 17 017 €, plus d'autres avantages comme les voyages gratuits pour aller dans leur pays, le train gratuit, et puis des prêts, enfin, des choses incroyables, une prime de désinstallation. Donc ils ont une prime d'installation, et ils ont une prime de désinstallation. Et ces gens-là, quand ils arrêtent leur fonction, pendant 3 ans, ils touchent leur salaire. Sauf s'ils retrouvent un autre job. Et quand ils retrouvent un autre job, on leur enlève pas tout, on leur enlève une partie, de toute façon, c'est toujours la même chose. Et ils vont en retraite. Alors vous allez dire, oui, ils sont 28, c'est les chefs, il faut payer son chef pour qu'il soit efficace, mais en dessous c'est de la piétaille. En dessous on a le petit peuple, on a les petits employés qui. Voilà, bon, c'est les chefs. Quand on est fonctionnaire européen, on a une retraite assurée de 9 000 € par mois à 50 ans après 16 ans et demi de service, en ayant payé 0 € de cotisation sociale. Enfin, 0 € de cotisation retraite. Par exemple, M. Buttari, contrôleur adjoint de protection des données, il a travaillé 1 an et 11 mois à la Commission européenne, il touche 1 515 € par mois de retraite. En plus de ses autres retraites, bien sûr, les cumulés plein. Alors vous dites, oui, bon, ça c'est. Maintenant, regardons les salaires. Roger Grasse, greffier de la Cour de justice européenne. Greffier. Greffier, c'est le bas de gamme d'un greffier. Il y a 800 jours. Retraite, 12 500 € par mois, qui représente 70% de son dernier salaire. Fin de carrière. Permis d'année, juge au tribunal, 12 900 € par mois. Ruiz Sarabo, colonel, avocat général, 14 000 € par mois. 5 ans, c'est des mandats de 5 ans. Tous les fonctionnaires européens, le plus bas salaire européen, c'est-à-dire le mec qui ouvre les portes, le mec qui peut faire les portes, c'est 6 €. Sans cotisation, c'est net. Sans rien. La diplomatie européenne occupe 8 000 personnes. 8 000 diplomates en Europe pour les affaires européennes. Alors qu'on a 28 pays qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc ils font quoi ces diplomates? Ils font quoi?
En 2009, Barroso, président de la Commission, a eu 730 000 € en frais de déplacement et d'hôtel. En 2008, alors vous savez que l'Union européenne, elle est donc le Conseil européen, qui est les présidents, tous les 6 mois il y a une présidence tournante, plus le président a main dans le bois, il y a une présidence tournante tous les 6 mois. En 2008, la France a eu la présidence pour 6 mois, ça a coûté 175 millions d'euros pour les 6 mois de présidence. Cet argent est pris sur le budget de la France, pas le budget de l'Europe. Juste pour faire le logo des 6 mois de présidence, qui a été fait par Stark, c'est pas lui qui l'a fait, il l'a fait sous traité, 57 500 000 € simplement pour le logo, une petite flamme comme ça marquée avec des étoiles et tout ça, 57 000 € pour le dessin du logo. Souvenez tout à l'heure, depuis le septembre 2011, quand un pays n'applique pas une directive européenne, c'est-à-dire qu'elle ne la retranscrit pas dans son droit national, on lui donne une amende automatique de 0% de son PIB. 0% de son PIB, c'est 2 milliards d'euros. Donc à chaque fois qu'une disposition n'est pas transcrite, 2 milliards d'euros. Donc un pays qui dit « je ferai ce que je veux », oui, 2 milliards. Mais je fasse ce que je veux, 2 milliards. Bon, d'accord. Dans les recettes de l'Union européenne, ça, c'est dans la catégorie autres recettes. Que vous proposent les autres partis? Ben, les autres partis vont nous proposer une nouvelle Europe. Il faut changer l'Europe. Donc c'est nouveau. Mais non, c'est pas le cas. En 1979, ils disent la même chose. Depuis qu'il y a des élections au Parlement européen, les partis en place disent la même chose et n'ont rien changé. Donc, c'est toujours le même slogan. En 1979, ça avait changé l'Europe, nouvelle Europe, oui, il y a eu moi, Bruxelles, changeons l'Europe. C'est toujours la même chose. Quels que soient les partis, du Front gauche jusqu'au Front national, c'est les mêmes slogans. Et il ne s'est rien passé, ils n'ont rien fait, ils n'ont aucun pouvoir. Nouvelle Europe, c'est pas quelque chose de nouveau. 1926, l'Europe nouvelle, 1939, la nouvelle Europe. Ça n'a pas changé l'Europe. Ça ne veut plus rien dire, ce mot. Monsieur Hollande, avant son élection, disait s'il est élu président, le candidat socialiste entend renégocier le traité européen. Comme ça, je vais renégocier le traité européen. Un an plus tard, quand il est en Angleterre dans la grotte, il me dit qu'il n'est pas possible de négocier l'Europe. Convaincu. Et convaincu quand? Là, comme tout à l'heure, Chirac c'était avant d'être élu, et après être élu. Avant d'être élu, après être élu. Qu'est-ce qui se passe? On les passe dans une machine avant l'élection? Alors, les mensonges qu'on vous donne la plupart du temps, l'Europe c'est la paix. On va vous dire, mais oui, il faut pas parler d'Europe, il ne faut pas la casser, l'Europe c'est la paix. En 1950, la paix c'était surtout les missiles et les bombes nucléaires américaines qui étaient tournés sur le territoire allemand et qui étaient tournés vers la Russie. C'était le parapluie américain qui nous protégeait. Depuis, il y a eu la guerre civile en Irlande, il y a eu la Yougoslavie qui a explosé, et puis à l'extérieur de l'Europe, aux frontières de l'Europe, il y a eu l'Ukraine, mais il y a aussi la Libye, la Syrie qu'on a voulu aller bombarder, le Mali, on est allé se mêler de certaines choses. L'Europe, c'est pas la paix. L'Europe, ça exporte la guerre, et la paix, c'est la sécurité du parapluie nucléaire américain. On vous dit aussi Airbus est la preuve que l'Union européenne fonctionne. On vous dit, mais vous vous rendez compte, s'il n'y a plus d'Europe, on ne voudra plus d'Airbus. Mais il n'y a aucune raison. Airbus a été créé, la société qui fait Airbus a été créée avant l'Europe. Et en plus, c'est une collaboration d'entreprises intergouvernementales. Toute l'Union européenne est dans Airbus. Airbus est indépendant de l'Union européenne. La même façon qu'Ariane, que le CERN, que ABS. Ça, c'est des collaborations technico-scientifiques entre des pays. D'ailleurs, sur le dernier Airbus, il y a autant de boulons japonais que de boulons américains que de boulons européens. Donc c'est pas une solution. On vous parle de renégocier les traités. Renégocier les traités, dans les traités actuels, la seule façon de changer un traité, c'est d'avoir l'unanimité des 28 pays. Pas des parlementaires, ils n'ont pas que ce traité. Les 28 pays. Alors, en fonction des pays, ce sera des référendums, ou simplement le Parlement, ou simplement le président. Ça dépend des pays. Mais il faut l'unanimité des 28 pays pour changer une virgule dans un traité. Mettez-vous autour d'une table et essayez de négocier une pizza commune pour 28 personnes. La même pizza. On a un pizza YOLO avec nous, 28 personnes, la même pizza. Possible. Moi je veux de l'huile, moi je veux pas d'huile, moi je veux un jambon, moi je veux pas de tomate, moi je veux une pizza sans pâte, moi je veux ainsi de suite. Et chacun a raison. Et chacun dira, non, c'est moi qui ai raison, parce que puis moi je suis allergique, et puis moi j'ai mal aux dents, et puis moi j'ai pas le gluten. Donc
ne peut pas, c'est impossible. Donc ce qu'on vous dit, c'est un mensonge. Ce qu'on vous dit jamais aussi, c'est que depuis 18 ans, la Cour des comptes européenne refuse de certifier les comptes de l'Union européenne. C'est comme si une entreprise avait un refus de son commissaire aux comptes de signer les comptes tous les ans depuis 18 ans. Et qu'on s'en foutait. Et qu'on s'en foutait, et qu'on ne le dit pas. Et que ça ne change rien, et qu'on continue à donner de l'argent. Donc ça veut dire, nous, les Cour des comptes dit, faites du gaspillage, je vois 5,2 milliards de gaspillage en 2020, c'est les chiffres qui viennent du rapport de la Cour des comptes. Et il n'y a pas assez de contrôle sur 86% des sommes que vous donnez. Normalement, les pays devraient dire, écoutez, moi, vous gaspillez, moi je veux du gaspillage, et puis il n'y a pas assez de contrôle, je veux que vous renforciez les contrôles. Non, il ne se passe rien. Il se passe strictement rien. Encore d'autres choses, donc peut-être augmenter de 600 milliards d'euros pour aider les pays et sauver l'euro, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Le projet Erasmus, c'est une très très bonne chose, ça va faire bouger les étudiants d'un pays à l'autre, culturellement c'est fantastique. Si ce n'est que ce projet Erasmus a failli disparaître, la Commission voulait le faire disparaître, les parlementaires pour le faire se sont battus, il a été conservé, et la somme allouée avait été augmentée. Elle est très faible, elle a été augmentée. Et d'un autre côté, ils ont quasiment doublé le nombre d'étudiants qui allaient y avoir droit. Donc la somme par étudiant a baissé. Moi je suis enseignant à l'université, je peux vous le dire, mes étudiants quand ils partent à l'étranger, ils ont 165 € par étudiant et par mois. Si on va s'installer à Londres, à Bruxelles ou à Munich, on ne vit pas. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils ont transformé une partie d'Erasmus en garantie bancaire, ce qui permet aux étudiants de s'endetter. Donc on dit aux étudiants, on va t'aider, tu as le droit de faire un prêt à la banque de 12 000 € pour faire un master 1, ou 18 000 € pour 2 ans pour faire un master 1 et un master 2. Donc en fait, on aide les étudiants à s'endetter et on aide les banques à s'enrichir. Ce qu'on nous dit aussi, on nous parle d'harmonisation fiscale et sociale. En fait, il est traité sur de façon que l'harmonisation fiscale soit impossible et l'harmonisation sociale soit interdite. Ce sont les articles 115 et 153 du TFE. Donc c'est pas possible. Dans Maastricht, je vous avais dit, dans Maastricht, chez écrit, il y aura un SMIC européen. 92. On est en 2014, il y aura un SMIC européen. Dans le programme de Schulz pour le président de la présidence de la Commission européenne, il dit on va faire un SMIC européen. Oui, mais ils l'ont déjà dit en 92. S'ils l'ont dit en 92, en 2014, ils ne l'ont pas fait, pourquoi ils vont le faire après? Et comment ils vont le faire? Alors, 3 transparents pour vous donner quelques pistes sur l'utilisation de notre argent. Je vous rappelle que l'Union européenne, ce n'est que notre argent. D'accord? Il n'y a pas du ciel, c'est que notre argent. Quelques projets inutiles et nationaux. Journée des cageurs. Un centre de fitness pour chiens en Hongrie, 411 €. Vous avez un chien qui a mal au dos? Emmenez-le encore. Flotte de limousine, 5,22 millions €. À votre avis, c'est pour qui les limousines? Les commissaires et les parlementaires. Reconnexion des fermes du Tyrol avec l'Interpart, 16 millions €. C'est pas beaucoup, mais l'intitulé était tellement beau que j'ai pas envie de m'empêcher. Aide au développement d'un golf Telstra privé qui s'appelle le Merkel-Vorpommern, 900 000 €. Qu'est-ce que l'Union européenne fait de l'argent dans un hôtel privé? À votre avis? Ce ne serait pas l'hôtel où Merkel va en vacances? Si. Ce ne serait pas l'hôtel où Merkel invite ses copains, le président, les banquiers, et ainsi de suite? Si. Ça s'appelle le détournement de fonds publics. Prise illégale d'intérêt, tout ce que prévarication, tout ce que vous voulez. Langue communication de l'Andalousie, 7,5 millions €. Remboursement des dettes de droits sociaux, 1,6 million €. Tout ça, ça vient du rapport de la Cour des comptes. Ça vient du rapport de la Cour des comptes. C'est ce qu'on leur reproche. Salle de sport pour les fonctionnaires européens, 9,3 millions €. Les fonctionnaires européens à Bruxelles et les parlementaires ont une salle de sport, de fitness, très haut de gamme, et une piscine. Ils se sont fait construire une piscine avec des toboggans, des jets d'eau, des machins, des trucs, pour eux, les parlementaires et les fonctionnaires. Évidemment, pas qui fonctionnaires, les fonctionnaires. Je suis désolé, ça s'appelle la prévarication. Publicité pour Jean-Louis Bayeul. J'en ai une nouvelle. Je me réveille un matin, j'entends la radio, je suis France Inter. Oui, mon cher Jean-Louis Bayeul, publicité avec l'aide de l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne va foutre de l'argent de la publicité pour Jean-Louis Bayeul? Ce matin, je me réveille, à la même heure, donc c'est le même créneau horaire. Quelle est bonne la viande? Oui, c'est une viande de label rouge, on fait des barbecues, c'est une viande de label rouge, qu'elle est bonne, elle fait son nom et tout ça. Manger de la viande de label rouge, avec l'aide de l'Union européenne. Donc nos impôts servent à payer la publicité
pour le label rouge. Je sais pas, derrière les industriels, les gens qui gagnent de l'argent, il y a une économie, il y a des syndicats de patrons, il y a des syndicats d'entreprise. Ils doivent pouvoir payer leur pub sans demander à l'Union européenne. Vous allez dire, c'est hallucinant, ça. On a touché le sommet du sommet. Voilà. 69 millions d'euros pour délocaliser Dell vers en Pologne. Dell avait ses usines en Irlande, puis il se trouve que l'Irlande, ça commençait à devenir un peu cher. Donc Dell a dit, mon bon patron, je vais mettre mes usines qui sont en Irlande, je vais les mettre en Pologne. Bonne gestion de patron. C'est l'Europe qui a fait le déménagement et tous les frais sociaux. Dell, c'est les ordinateurs. Les ordinateurs. C'est l'Union européenne qui a payé les frais sociaux et les frais de 20 machines à café pour 100 000 euros. Ces machines à café contenant trop de nickel et donc mises à la poubelle. 20 machines à café pour 100 000 euros, c'est des machines à café à 5 000 euros pièce. Elles n'ont jamais été utilisées. 560 000 euros pour 8 scanners corporels. Vous savez, un scanner corporel, c'est des scanners qui sont tellement efficaces qu'on voit à travers les additifs. D'accord? On peut voir si on a planqué un pistolet ou machin sous les additifs. Même un truc en plastique et tout ça. Poubelle, jamais utilisé. Parce que les syndicats ont dit non, on ne veut pas qu'on voit nos fesses et tout ça, donc poubelle. Fonds de pension privé de garantie publique pour les eurodéputés. Un fonds de pension, c'est un endroit où on met de l'argent chez un banquier. Le banquier met ça sur les marchés, essaie de gagner de l'argent, fait des bénéfices et vous les redistribue. Normalement, quand c'est bien fait, s'il se casse la gueule, il fait faillite, ben il fait faillite, hein, tant pis. Non. S'il fait faillite, c'est une garantie publique, c'est vous qui payez. Et s'ils gagnent de l'argent, c'est eux qui gagnent l'argent. Donc on partage, ils sont partageurs. Ils prennent les bénéfices, on prend les pertes. Centre de design du bois, 850 000 euros. Oui, est-ce que c'est européen le bois? C'est dans un pays, hein. C'est jamais pour Marie, c'est jamais des choses européennes entre deux pays, non, c'est local. Tête de mariage estonien, 190 500 euros. Pire, maintenant c'est le summum. C'est le summum avant de passer à l'étage suivant. 75 000 euros classés confidentiels. En 2008, il y a eu 177 versements. Exemple, j'en ai il y en a 77. 1,2 million d'euros pour l'instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Bénéficiaire, ça fait dans ça. On ne sait pas. On ne sait pas qui. À quoi ça sert l'argent? À qui il va? Qui le contrôle? 75 millions d'euros pour 2008. Tous les ans, c'est comme ça. Hein. On se dit, là, on est au sommet. D'accord, on est au sommet. Non, ils sont très forts. Ils sont très très forts. Parce qu'il y a tellement peu de contrôle qu'il y a énormément de fraude. 600 000 euros pour une formation qui n'a jamais eu lieu. Un pont sans route d'accès, 2 millions d'euros. Des bateaux inutilisables, 213 000 euros. Des montagnes russes tournoyantes en Nord-Gironde n'ont jamais été faites, 1 500 000 euros. Musée de la photographie du film et de la télé, qui n'a jamais vu musée, 640 000 euros. Dresseur de crocodile du Danemark. Attention, il y a des crocodiles du Danemark très dangereux. Très dangereux. Il est cher quand même. Il est cher. 822 000 euros. Faux contrat de nettoyage, 44 000 euros. Alors, ça c'est le summum. Les gens d'Angleterre avaient une usine de sucre et il se trouve que c'était plus rentable, ils ont fermé l'usine. Ils l'ont fermé trop tôt. Ils n'avaient pas eu le droit aux aides européennes, je ne sais pas quoi. Ils ont ouvert l'usine une journée, elle n'a rien fait, elle a juste ouvert 93 000 euros. 93 millions d'euros, simplement pour ouvrir l'usine pour toucher la prime. Je vous ai pas mis un truc là-dedans que je trouve sublime, il faut quand même reconnaître la créativité de certains. En Italie, il y a des paysans sur les paysans. Les paysans de la mafia, certainement. Ils ont demandé des aides de la PAC pour 100 millions d'euros. Et pour ne pas se faire contrôler, ils ont mis des vaches en carton dans les champs. Et quand il y a des contrôles par satellite, avion, hélicoptère, il y a des vaches dans les champs. Mais c'est toujours le même endroit. C'est des vaches en carton, 100 millions d'euros. L'argent du liquide de Tchernobyl est tourné par un fonctionnaire. Un Merchel qui facilite un construire pour des 2 millions d'euros. Un dentiste italien qui s'achète des yachts, des motos de sport pour 80 millions d'euros. Et puis des chasses avec des bus et du belge pour 12 millions d'euros. C'est sympa quand même, l'Europe. Mon préféré. 100 000 euros pour un jour et par an. Il y a monsieur Ole Arild, qui est danois, qui adore faire du ski. Et puis une année, il n'a pas pu aller dans les Alpes pour des problèmes professionnels, il était bloqué,
il s'est dit, je vais faire ma propre station. Il a demandé une subvention à l'Union européenne dans le cadre du développement rural, je ne sais pas quoi, local. Et il a eu une subvention, 100 000 euros. Avec 100 000 euros, il a acheté un ruban, des 80 neige et 80 de ski. Et il a fondé une station de ski sur une île qui s'appelle le Bornholm, un île ensoleillée sur la Baltique, qui culmine à 100 mètres d'eau, où il neige jamais. Et le mec, il fait une descente tous les ans, une journée et demie de ski tous les ans. Alors vous allez me dire, bon, là, il va y avoir des complicités, c'est pas possible. Il y a des gens, des fonctionnaires, des parlementaires, dans l'Europe, il y a des gens qui touchent pour pouvoir faire des conneries comme ça, c'est pas possible autrement. Donc forcément, quand il y a des choses comme ça, la photo est au journal, hein. C'est pas moi qui suis allé la faire, c'est public, hein. Les gens rigolent, moi ça me fait pas rigoler. Donc on se dit, il y a des complices qui détournent l'argent, donc il faut les mettre en prison. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un moment, il faut dire stop, on tape sur quelqu'un, on dit toi, tu as donné 3 millions d'euros, tu savais que c'était faux, toi t'es complice, tu es en prison. Non, ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Article 12 du protocole sur les privilèges et l'unité des communautés européennes du 8 avril 1965. Je vous le dis. Sur le territoire de chacun des États membres, et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres agents des communautés jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits en leur qualité officielle. Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leur fonction. Ça veut dire qu'ils sont hors système juridique. Ils se sont auto-protégés. Ils peuvent faire toutes les conneries imaginables, ils ne peuvent pas être punis. Ils ne peuvent même pas être poursuivis. Vive la démocratie. On se dirige vers le gouffre. Vous avez vu le montant de dette qu'on a, on le rappelle ici. D'ailleurs, vous avez toujours 2500 euros chacun. Je représente l'Europe. L'Union européenne avait des obligations. Donc, comme les États ont du mal à emprunter, c'est l'Union européenne qui va emprunter directement ce qu'on appelle des eurobonds. Donc, elle va dire à la banque, il me faut tant de milliards d'euros, vous me les prêtez, je vous les rembourse. Mais l'Union européenne n'a pas de ressources. Vous allez voir votre banquier, vous dites, moi je gagne rien, je ne peux pas gagner d'argent, vous me prêtez de l'argent. Votre banquier va vous dire, vous rigolez. Quand vous gagnerez quelque chose, vous avez des garanties, je peux vous prêter de l'argent. Ben, l'Europe, ça va être pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je garantis que si on va là, si on va à les eurobonds, il y aura un impôt européen. C'est la seule solution. Donc, on aura sur nos feuilles d'impôt, ou un impôt à part sur nos feuilles d'impôt, on aura une case impôt européen. C'est la seule solution. Je passe ça. Question naïve. Quand on discute avec les européistes, d'ailleurs, ils détestent discuter, ils détestent qu'on leur mette le nez dans toutes ces choses-là, mais quand on arrive à les penser, dans un point comme ça à plusieurs, on leur dit, mais si sortir de l'euro et de l'Europe, c'est la catastrophe, c'est-à-dire que la Terre va se mettre sur nos pieds, on va avoir une pluie de météorites. D'accord, expliquez-nous pourquoi, mais dites-nous comment font l'Islande, comment font la Suède, comment fait la Suède, qui est dans l'Union européenne, comment fait la Corée du Sud, comment fait la Nouvelle-Zélande, comment font les 178 pays qui ne sont pas dans la zone euro, ou les 168 pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc normalement, ils devraient couler, ils devraient être frappés de toutes les calamités de la Terre, puisqu'ils ne sont pas dans l'euro. On ne répond jamais. La seule chose qu'on dit, mais l'euro, c'est bien. C'est le seul argument. Est-ce que vous saviez que le Groenland, après s'être fâché avec le Danemark, était sorti de la CE en 82? Ça n'a pas fait de bruit. Le Groenland n'a pas vu. J'ai regardé le jour, il est toujours là. Ça veut dire que Saint-Barthélemy est sorti de l'Union européenne le 1er janvier 2012. Ils sont sortis. Ils ont dit non, nous ça ne nous intéresse plus, on dépend de la Martinique, on va être indépendant, vos règlements ne nous intéressent pas, ils sont sortis. Les gens sont en vacances là, il n'y a aucun problème. Saviez-vous que la Suisse a refusé plusieurs fois d'y rentrer? Au moins 3 fois, officiellement. Peut-être des négociations, 3 fois la Suisse a dit non, ça ne nous intéresse pas de rentrer dans l'Union européenne, et encore moins dans l'euro. Saviez-vous que l'Islande a viré son gouvernement, mis en prison ses banquiers et a refusé de payer sa dette? Ah oui, ça je le sais. On vous le dit pas très fort, on vous le dit pas très fort. Saviez-vous que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, les terres australes et l'Antarctique française et Wallis et Futuna ne font pas partie de l'Union européenne. Mais par contre, ils vont voter pour les parlementaires européens. C'est quand même incroyable, cette construction démocratique où on va voter pour des représentants qui ne nous représentent pas. C'est comme si on votait, nous, pour des représentants américains. On votait pour les représentants du gouvernement américain. Ça,
c'est la même chose, hein. C'est strictement la même chose. Ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils vont élire les parlementaires de l'Union européenne. On marche à la tête. Heureusement, il y a eu des gens qui ont éclairé le chemin. Je ne parle pas de De Gaulle, hein, qui avait tout compris très très tôt. Je ne sais pas comment je pense ces vidéos, elles sont un peu anciennes, mais il est intéressant de noter. Monsieur Seguin, avant 92, avant Maastricht, c'est quelqu'un qui était extrêmement lucide et qui réussit à nous dire, je ne vais pas tout dire, voilà 35 ans pour toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples, sans avoir reçu mandat des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. Ce qu'il disait en 92 est toujours valide. C'est-à-dire que les gens haut placés, non élus, prennent des décisions pour nous, qui nous engagent à des conséquences dramatiques, et on n'est pas consulté, et on est obligé de suivre. Pour l'instant. Il existe quand même dans le monde européen des experts lucides, dans le monde en général et européen. Par exemple, 9 prix Nobel d'économie s'opposent à l'euro, disent c'est des conneries, vous allez à la catastrophe. Plus de 50 économistes français aussi. Toutes les banques centrales ont leur scénario. Toutes les banques centrales ont un scénario de sortie de l'euro, parce qu'évidemment, il faut qu'ils prévoient. Aucun de ces scénarios n'est catastrophique. Le dernier qui est paru, c'est celui de la Banque centrale des Pays-Bas, auquel on a eu accès. Ils expliquent comment ça va se passer, mais il n'y a rien de catastrophique. Toutes les grandes banques ont aussi leur scénario de sortie de l'euro, la TICIS, ainsi de suite. Il n'y a aucun qui est catastrophique. Il y a des études très sérieuses, dont l'étude disponible et qui est facile à lire, parce que ça je la cite, Jacques Sapir, Philippe Muret et je ne sais plus Durand. Je vous montrerai la couverture tout à l'heure. Il y a plusieurs scénarios, des scénarios difficiles ou moins difficiles, qui expliquent que ça se passera très bien. Je ne parle pas de la dernière. Voilà l'ensemble des économistes, enfin pas l'ensemble, donc une liste non exhaustive, une partie des économistes qui sont contre l'euro. Ça c'est les Français, ça c'est les étrangers, et ça c'est les prix Nobel. C'est non exhaustif. Hein. Par exemple pour la France, voilà ceux qu'on entend un petit peu à la télé, ou à la radio, ou dans les journaux. En sachant que celui-là, on risque de plus l'entendre beaucoup. Il a changé d'avis il y a très peu de temps, c'est au mois d'avril, début avril. Jacques Sapir, on voit très peu dans les émissions nationales. De temps en temps, Jacques Généreux, et puis Frédéric Ordon, on l'entend une fois de temps en temps sur France Inter, qui est passé la semaine dernière. Mais tout cela, on ne les entend jamais. On les voit jamais. Et pourtant, ils sont majoritaires. Ceux qu'on voit, ce sont les économistes des banques. Tous les économistes qui passent à la télé sont des économistes, même s'ils sont universitaires, qui ont des fonctions dans les banques, ou dans les assurances, ou dans les grandes compagnies financières. Et eux, ils sont pas, eux ne veulent pas sortir de l'euro. Parce que eux, ils savent qu'ils sont sur l'euro, eux, ils l'énervent. Leur employeur. Donc, pas d'accord pour sortir de l'euro, comme disait Jacques Attali. On ne peut pas sortir de l'euro, ils ont fait exprès. Hein, ça faisait rigoler, mais c'est pas démocratique, mais qu'est-ce que c'est rigolo? Par contre, il existe un article dans le TUE qui s'appelle l'article 50, qui dit simplement tout État membre est décidé conformément à ses règles constitutionnelles de sortir de l'Union. Si on sort de l'Union, on sort forcément de l'euro. Donc sortir de l'euro, pour sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne. On ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Si on ne sort pas de l'Union européenne, dans l'état actuel des choses et dans la dynamique des choses, et bien c'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme qui s'appliquera. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus inquiet des droits et le plus indispensable des droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à la guerre civile. Ça a commencé en Grèce, ça a commencé au Portugal, ça a commencé dans plusieurs pays, et donc on va aller à la guerre civile. Espagne. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des émeutes extrêmement violentes en Italie? Est-ce que vous saviez que récemment il y avait 2 millions de personnes dans la rue en Espagne? Ah oui, mais pas par les médias français. La média, il y avait 20 000 personnes. On a vu les photos, c'était une marée humaine. 2 millions de personnes. Que les militaires manifestent au Portugal. Les militaires tapent sur les policiers au Portugal. Qu'il y a des émeutes en Belgique, en Grèce, et ainsi de suite. On ne sait pas beaucoup. Alors il se trouve qu'avec les réseaux sociaux, les gens qui sont sur place, on a des contacts directs. Mais les médias ne disent rien. Par contre, ce que vous ne devez pas savoir, c'est que l'Union européenne est tout près de nous. C'est que l'Union européenne a mis en place une gendarmerie européenne d'intervention anti-émeute, qui est basée actuellement en Italie, qui est en train de se constituer. Et donc, si vous n'êtes pas content et que vous allez manifester, vous les prendrez sur le dos, ceux-là. Militaires de haute qualité technique, armés, équipés, et qui vont intervenir sur les émeutes. Donc, en gros, il faut qu'on se révolte partout en Europe en même temps pour qu'ils soient dépassés. Et c'est Ça, simplement, nous qui allons les payer, cela. Pardon? C'est nous qui allons les payer. C'est nous qui payons, parce qu'on paye tout en Europe. Il n'y a pas de secret, l'argent qu'on va C'est le boulot qui va te prendre, c'est dégueulasse.
Ça, c'est, on en parle pas beaucoup, mais Wikipédia, ils ont une page, où ça, ils sont, combien ils sont, quel pays ils veulent rentrer, quel pays ils veulent sortir, combien de choses, enfin combien, qui donne de l'argent, c'est renseigné. L'Europe est transparente sur tout ce qu'elle fait, sauf sur les crédits secrets dont on parlait tout à l'heure, les crédits confidentiels. Alors, voilà juste pour parler du bouquin de Jacques Sapir et Murray et Durand. Donc ça, c'est chose que vous allez lire en accès libre. Sur la version électronique, ça est gratuit. Vous tapez sur Google et vous le récupérez. Très facile à lire. 83 ou 44 pages de mémoire. C'est très facile à lire et vous comprenez qu'on raconte des bêtises. Et que ces gens-là ont du mal à avoir la parole, de moins en moins, mais ont du mal à avoir la parole pour expliquer, pour avoir un débat sur cette possibilité-là. Qu'est-ce qui se passerait après l'Union européenne? Je dis après l'Union européenne parce que pour sortir de l'eau, il faut sortir de l'Union européenne. Donc après l'Union européenne, en France, qu'est-ce qui se passerait? Alors c'est basé sur les travaux de Jacques Sapir, avec un contrôle des capitaux à moyen terme, c'est pas un contrôle des capitaux au sens communiste, c'est un contrôle à moyen terme. On aurait une dépreciation inférieure à 10% par rapport au dollar, on aurait une inflation contenue avec 4% d'inflation sur les produits pétroliers, parce qu'on vous dit que l'essence doublerait le prix. C'est des menteurs. L'essence, c'est un peu de matière brute qu'on paye, et là, c'est des taxes. La dépréciation, l'évaluation, ça va sur la matière brute. Les taxes, c'est l'État qui les fixe, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut diminuer les taxes par deux, il peut le faire. Donc en fait, on peut ne pas avoir du tout d'inflation sur l'essence. Sur les produits pétroliers, du côté utilisateur. Hein. Attention, je ne parle pas de la balance commerciale. La croissance repart et les exportations redémarrent parce que le monnaie devient plus intéressante. Le chômage qui arrive parce qu'il faut bien travailler pour fournir ce qui va être exporté. La dette est contenue, et contrairement à ce que disent des gens très cultivés mais qui mentent, une dette dans un pays est payée dans la monnaie du pays. Donc si on empruntait l'euro, eh ben on remboursera dans la monnaie du pays. Enfin, donc il n'y aura pas de doublement ou je ne sais pas quoi de la dette, c'est la monnaie du pays. Par contre, effectivement, ce qu'on sait, c'est que les riches et les rentiers ne sont pas contents. L'inflation, les rentiers détestent ça. Le fait que le contrôle des capitaux, les riches détestent ça. Donc c'est eux qui bloquent le système. C'est eux qui s'opposent à l'évolution de tout ça. Qu'est-ce qui se passera aussi? C'est qu'on quittera l'OTAN. Automatiquement, avec l'Union européenne, c'est une réalité. Moi, je pense qu'il faut théoriser, débat en cours. On restera à l'ONU dans 40 organisations mondiales, on regardera notre siège à l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, toutes les organisations internationales. On reprend notre place diplomatique, on installe l'UNESCO à Strasbourg, parce que le Parlement il va être vide. Il y a je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés pour dire tous les parlementaires et l'administration, donc on mettra l'UNESCO. On crée un Parlement de la francophonie à Paris, hautement symbolique. Je vous fais remarquer que la francophonie, on n'entend plus beaucoup parler ces derniers temps. On se rapproche du Latin avec l'Afrique, l'Amérique du Sud et le Sud de l'Europe. On collabore avec tous ceux qui veulent. Il est hors de question de s'isoler. On collabore comme on le faisait entre la guerre et 1992 2000. Il y a aucune raison. Et tous les consortiums industriels et scientifiques continuent. Donc il n'y a aucune raison que Airbus, ADS, Ariane, le CERN s'arrêtent, parce que ce n'est pas lié à l'Europe. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Actuellement, de vue très très simple des choses, vis-à-vis de l'Europe, la France donne 22,2 milliards, laisse 8,34 milliards et récupère 13,96. Donc on a un trou forcément de 8,34 milliards dans l'opération. Si on ne donne plus d'argent à l'Europe, simplement on économise 8,34 milliards et puis les 13 milliards ici, les 14 milliards, on les réutilise en interne. Ce qui veut dire que tous les gens qui ont peur, qui n'ont plus d'argent, qui viennent de l'Europe, ils n'ont pas avoir peur. L'argent vient de la France, le même. Ça vient pas de l'Europe. C'est au lieu que ça passe par l'Europe, ça vient en direct. Donc on peut continuer la PAC, on peut continuer tous les crédits aux régions, on peut tout faire de cette même façon et ça nous coûterait moins cher. Donc sortir de l'Europe, on ferait les mêmes choses, voire plus, et ça nous coûterait moins cher. Et en plus, on économiserait les 69 milliards de sauvetage de l'euro pour les 2 ans qui viennent. Donc le bénéfice, juste sur un calcul simple, on fait du bénéfice sur cette opération. Alors les gens me disent, oui, vous vous rendez compte, remettre une nouvelle monnaie dans un pays, c'est extrêmement complexe, on ne pourra jamais le faire, c'est bloqué, on ne peut plus. Un peu d'histoire. La Tchécoslovaquie, ça a existé de 1918 à 1992, pendant 74 ans. En juin 92, début juillet 92, il y a eu un vote proportionnel qui fait que le pays devient gouvernable. Les gens qui étaient plutôt pour l'Ouest, qui étaient pour l'Est, se sont dit, écoutez, puisqu'on n'arrive plus à s'entendre, on va se séparer. Et donc ils ont commencé à travailler pour transformer le pays, la Tchéquie et la Slovaquie. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule banque centrale et une seule monnaie. En janvier 1993, ils ont eu 1 mois de séparation politique.
de parlement, deux institutions politiques de chaque côté. Et dans la première semaine de février, en 8 jours, ils ont mis en place une nouvelle monnaie, et les deux pays ont pris chacun leur monnaie. Donc, deux banques centrales, deux monnaies. Les banques centrales ont été par rapport et deux monnaies internationales. La France est sous tutelle de l'euro depuis 1999. Ça fait 15 ans qu'elle est sous tutelle de l'euro. Là, c'est 74 ans. La France a toujours la Banque de France et son réseau national. La France a des compétences artistiques pour faire des dessins et des gravures, et des compétences de technologie pour la sécurité, par exemple des billets, des pièces, ainsi de suite. Et en plus, l'industrie est toujours en France, c'est-à-dire que les euros, ils sont frappés et ils sont imprimés en France. À Clermont-Ferrand, il y a 2 usines en France, à tel point que la France imprime des billets et fabrique des pièces pour d'autres pays. Donc, par exemple, la monnaie tunisienne est fabriquée en France. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc remettre de la monnaie, il y en a pour un week-end. On sait le faire. En un week-end, on peut remettre des notes qu'elles s'appellent le franc ou peu importe, les vues, ça n'a aucune importance. On mettra de la monnaie dans notre pays. En un week-end, ça sera faisable. Donc il n'y a aucune impossibilité. Si on fait le bilan maintenant de cette Union européenne, c'est un échec total. Pas de plein emploi, pas de prospérité, des sous alimentaires, la progression de la pauvreté, pas d'Europe sociale, pas d'Europe de la défense, pas d'Europe de la diplomatie, pas d'harmonisation fiscale, il y a toujours des paradis fiscaux, il n'y a pas de protection de nos industries et de nos travailleurs, il n'y a pas d'Europe d'énergie, il n'y a pas de protection des peuples, il n'y a pas de solidarité entre les pays, c'est une Europe des lobbies et une collaboration faite avec PlayStation. Donc je ne vois pas quels sont les points positifs là-dedans. Et quand on dit ça à un européiste, j'en ai jamais entendu un me dire ah non, je n'ai pas d'idée pour l'instant, il faut que je réfléchisse, il n'y a pas de pensée. Si, vous ne changez pas de monnaie pour aller de l'autre côté de la frontière. Bon, personnellement, je peux faire ça. 2% d'impôt, 2% de cotisation pour les enfants du travail. Donc nous, on veut sortir de l'UE, de l'OTAN et de l'Europe. Voilà, suite à ce constat, on veut faire tout ça. Monsieur Hervé, vous êtes fou et vous n'y comprenez rien, vous êtes un amateur, vous êtes prof de technique, et puis ça c'est de l'économie, vous ne pouvez pas le savoir. Un manque de bol, si. Ce monsieur s'appelle Vincent Rousseau. Il était un des 2 économistes français de la Banque Centrale Européenne. Et après 15 ans de service, il a quitté la Banque Centrale Européenne, il a adhéré à l'UPR, c'est la tête de liste de la région centre pour l'Union Européenne pour les élections. Lui, c'est de quoi il parle. Et lui, il a compris qu'on allait dans le mur. Donc même si moi j'ai rien compris, je sais que lui, il a compris. Et donc, ça nous renforce dans nos convictions. Un peu d'humour, quelques blagues. Vous les connaissez ces blagues? Alors, pour détendre l'atmosphère, vous avez un cancer, le docteur vous dit le médicament est en train de vous tuer. Nous allons doubler la dose. C'est ce qu'on fait avec les docteurs européens actuellement. Autre façon de voir les choses, c'est Clément qui m'a suggéré cette phrase. Vous emmenez 27 de vos amis manger une pizza, mais tout le monde doit prendre la même. Quelles que soient les préférences et les allergies alimentaires. L'Europe, c'est ça. Tout le monde doit manger la même pizza. Autre façon de voir les choses, tout le monde doit porter des chaussures noires, d'accord, puis on court un marathon tous ensemble. Il y a des gens qui vont avoir très mal aux pieds, il y a des gens qui vont perdre leurs chaussures, c'est-à-dire pieds nus, et il y a des gens pour qui ça ira, ça s'appelle les Allemands. Donc on va changer ça. L'Union européenne est un appartement de 28 pièces, certaines fenêtres n'ont pas de carreaux, et c'est l'Allemagne qui a le village du seul thermostat. Voilà. Bon, c'est déjà combien de temps? Je vous remercie de votre attention. Je ne suis pas